J'ai l'impression comme si mon co-débatteur, il s'est contredit. Mon co-débatteur a avancé ici que l'union sacrée serait pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débatteur revient encore en disant ici que l'union sacrée n'est pas pour rassurer la mandature, le second mandat soit du chef de l'État. On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie-là en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre, pourquoi mon Dieu? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles. Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé et l'enseignement pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris? Je vous fixe un rendez-vous au plus près des dirigeants, au plus près de la population sur C24+. Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Débat 24+. C'est un passage en revue de l'actualité politique de notre pays. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau M. Edouard Kabouayi. Il est représentant de l'UDPS près la République d'Angola, mais aussi au cadre du parti politique, parti présidentiel, voulais-je dire, l'UDPS. M. Edouard, merci et bienvenue. Merci beaucoup, mon très cher journaliste, pour cette marque de confiance et l'occasion que vous nous offrez afin que nous puissions parler sur tout ce qui se passe au niveau du pays et surtout aussi saluer les co-débatteurs qui sont déjà sur place. J'ose croire que nous aurons vraiment un débat d'idées, un débat républicain. Je salue aussi les téléspectateurs de cette grande chaîne et tous ceux qui sont assis sur leur canapé en train de nous regarder. Nous leur disons tout simplement que nous ne sommes pas plus intelligents qu'eux, mais sauf que nous sommes en train de décrypter toutes les situations politiques, enfin d'y ajouter de ce qui est déjà qu'on connaît pour le pays. Très bien. Monsieur Georges Junior Iboula, il est cadre du parti politique LGD, parti politique cher au sénateur Matata Mpogno, à qui j'ai dit bienvenue. Bonjour, merci de nous avoir honorés avec cette invitation. Nous sommes toujours honorés d'être sur ce plateau pour débattre des questions qui concernent la République qui est nôtre. Très bien. J'en profite également de l'occasion pour saluer mes co-débatteurs. J'espère que nous allons débattre dans l'esprit républicain et pour l'intérêt supérieur de la nation. Merci beaucoup pour l'intérêt supérieur de la nation. Jojo Maele est notre invité, il est politologue et analyste des questions politiques et juridiques, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour cher Henri, bonjour à tous les Congolais qui nous suivent. Au-delà d'être politologue, nous venons de nous engager avec la force populaire des démocrates, parce que j'ai toujours dit qu'il faut être véridique, donc nous venons de nous engager. Donc je suis en train par là de saluer l'autorité morale de ces grands partis politiques qui est M. Jean-Louis Baouna, et par cela remercier les chefs de l'État parce qu'il venait de lui reconduire dans ses fonctions de directeur général adjoint, parce que récemment, la semaine passée, il y a certaines ordonnances ont été signées. Et M. Jean-Luc Baouna a été reconduit. Donc, nos gratitudes au chef de l'État. Salutations au secrétaire général, M. Yvon Moundadi. Je pense que, comme l'ont dit mes prédécesseurs, nous allons naviguer dans l'objectivité et je pense que nous allons parler République. Et tout ce que nous allons dire ici comme réflexion, comme proposition, va permettre à la République d'avancer en tout cas. Merci. Benoît Youlama, il n'est plus à présenter, il est cadre du parti politique PPRD et membre du FCC, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue monsieur Benoît. Merci pour l'invitation. J'aurais espoir que les compatriotes qui sont sur le plateau me veulent d'une bonne journée, mais aussi de les différentes interventions sur le plateau. Et je pense aussi à ces enfants qui sont sous la domination de M. Paul Hitler Kagame. Et j'estime que notre Dieu sera au rendez-vous pour que ces enfants arrivent à défendre un jour le Congo et le sortir de la domination rwandaise.
Merci beaucoup aux amis qui nous écrivent sur Facebook, YouTube, notre page C24+. Merci beaucoup de partager ces lives pour ceux qui nous suivent sur Facebook. Et merci beaucoup de nous écrire, de nous poser des questions et nous ferons l'honneur de répondre à vos questions. Aujourd'hui, on va aborder des questions d'actualité, notamment d'un côté les sit-ins de l'opposition qui a eu lieu les jeudis derniers, mais aussi on parlera de ces débuts de renégociation du contrat du siècle, le contrat chinois entre le gouvernement congolais et le gouvernement chinois. Avant de commencer, on va nous balancer cet élément du sit-in de l'opposition devant la centrale électorale. Situé sur le boulevard du 30 juin dans la commune de Gombe, le siège national de la Commission électorale nationale indépendante était sécurisé depuis la matinée de ce jeudi 25 mai 2023 par les éléments de la police ville de Kinshasa. Une accessibilité des lieux de travail pour ceux dont les bureaux se trouvent entre le tronçon de la Direction générale des petits BCDC et la gare centrale. À la base, l'opposition était déterminée à faire un sit-in devant les locaux de la centrale électorale afin de revendiquer la recomposition du bureau de la CENI, mais également de décrire le processus électoral jugé chaotique. Situé sur le boulevard du 30 juin dans la commune de Gombe, le siège national de la Commission électorale nationale indépendante était sécurisé depuis la matinée de ce jeudi 25 mai 2023 par les éléments de la police ville de Kinshasa. Une accessibilité des lieux de travail pour ceux dont les bureaux se trouvent entre le tronçon de la Direction générale des petits BCDC et la gare centrale. À la base, l'opposition était déterminée à faire un sit-in devant les locaux de la centrale électorale afin de revendiquer la recomposition du bureau de la CENI, mais également de décrire le processus électoral jugé chaotique. CENI en tant qu'institution d'appui à la démocratie, rôle naïe, mission naïe, les alliés à Kosala, qui va congolais, va dirigeant la bango, la transparence, les alliés, il y a un processus en otage, on comprend, pour la rouler, pour la moutumoko. Oui, tu es sitting na CENI pour réclamer bon fonctionnement, il y a l'élection. On va ficher les alouches. Nous voulons les fichiers. En 2011, toujours ici à la BCDC, Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, Jacques Chabani, Pierre-Jacques Chaloupa, Franck Diongo, Prince Penge, Mobake, on a marché pour la transparence des élections. En 2011, Kabila, Félix arrive au pouvoir, il a de faire la même chose que Kabila. Ça ne passera pas. Le train n'est pas marche. Le train est en train de reculer. Il peut être en marche, mais pas vers la destination. Il a en train de faire marche arrière. Après les bavures enregistrées dans la marche du samedi dernier, des mesures drastiques avaient été prises par l'hôtel de ville pour coûte que coûte empêcher le sit-in du bloc de Matata, Katumbi, Fayoulou. Merci beaucoup à Mitterrand Mukumbi, Jean-Luc Chibango pour cet élément. Je reviens à vous, M. Edouard Kabouaï. Vous avez suivi ces reportages sur les sit-in. Quelle est votre première réaction? Bon, en tout cas, la réaction de féliciter les Congolais qui ont compris que ça ne sert à rien. Les Congolais qui étaient dans les sit-in, qui ont marché ou ceux qui non, étaient à la maison? Ici, quand vous allez voir, très bien. Nous sommes devant plus de 30 personnes là-bas. Donc c'est plus de 30 personnes, donc une poignée d'individus, tout simplement, pour dire que les Congolais ont déjà compris effectivement que nous devons travailler pour l'avancement et le développement de notre pays. Une opposition républicaine, c'est celle qui propose, avec des propositions concrètes, poussant ainsi le gouvernement de mieux faire pour la stabilité de tout le monde et le bien aussi de tout le monde. Ici, c'est un message que nos amis doivent comprendre que depuis l'avènement de l'UDPS au pouvoir, il n'y a plus l'opposition. Non, mais ça, c'est vous qui le dites. Non, mais bon, nous sommes en train de constater avec vous, amérément d'ailleurs, pour voir que dans tout ce qui est lance comme message et tout ce qui est demande par rapport à leurs manifestations, mais ils ne sont pas suivis. Mais ils dénoncent. Mais vous vous rappellerez, je crois, 5 ans plus tard ou 10 ans plus tard, quand il y avait des manifestations dans ce pays. Et la véritable opposition, quand elle s'est levée pour riposter à tout ce qui ne valait pas mieux pour le bon fonctionnement de notre pays, mais vous savez qu'on paralysait la ville.
Très bien. On paralysait le pays. Mais ici, là, vous allez voir qu'il y a une poignée d'individus pour dire qu'ils sont déjà... en tout cas, c'est au bout du souffle. Très bien. Merci, M. Edouard Kabouaï. Alors, je reviens vers vous, M. Georges Junior Iboula. Nous avons aperçu sur ces images, ces reportages, Matata Mpogno, Mapon. Et parmi les personnes interrogées, il y a un citoyen qui dénonce, qui était venu au sit-in afin de dénoncer ce qu'il qualifie de démarche électorale qui serait chaotique. Votre première réaction? Il est fort regrettable de constater qu'un patriote sur ces plateaux se vante du fait qu'il réussissait à paralyser le pays. Vous parlez, M. Sachant que, effectivement, je parle de mon co-débatteur, puisque c'est de lui qu'il s'agit, sachant que le pays avait déjà des problèmes de sous-développement. C'est un pays qui doit bosser 10 fois plus que les autres pour rattraper les trains du développement. Mais certains parmi nous se glorifient du fait qu'ils arrivaient quand même à paralyser le fonctionnement de ce qui nous restait à l'époque comme moyen pour faire avancer ces pays. C'est fort regrettable. Nous parlons de sit-in. C'est quoi les sit-in? C'est juste une manifestation républicaine que des citoyens, à travers lesquels les citoyens veulent donner leur point de vue par rapport à ce qu'ils voient en ce qui concerne le fonctionnement du pays, notamment sur la question électorale. Point n'est besoin de rappeler ici que l'actuel bureau de la CENI est teinté d'une coloration politique. C'est vous qui le dites. Nous allons, effectivement, puisque vous m'avez posé la question, tout à fait. Alors nous allons partir aux élections dans cette logique où une partie des Congolais ne se reconnaissent pas dans cette composition. Il y a le fichier électoral. Il faut procéder par la révision du fichier électoral. On doit nous dire combien de personnes... Vous savez, entre 2018 et 2023, il y a eu des décès. Il y a eu des nouveaux majeurs. Alors, toutes ces questions-là, on doit clarifier. On vient de terminer l'enrôlement, bien qu'il y ait eu moult reports. Mais au moins, on doit nous dire, il y a eu exactement combien de Congolais qui se sont enrôlés. Il y a toutes ces questions autour de la question électorale. Et aller revendiquer, ça devient un problème. Seulement, nous sommes choqués de l'attitude de la police. Nous sommes très choqués. La police qui se veut républicaine s'est libérée d'un comportement que nous pouvons qualifier de malveillant. Vous voyez, M. Franklin Chamala, un père de famille, de surcroît un ancien ministre de la République, ça y est, sur tous les médias, se faire bastonner comme ça par une police qui se veut républicaine. Ça ne peut pas passer. Bien. On va y revenir. Ça ne peut pas passer. on va y revenir. Des actes barbares que nous devons dénoncer. Très bien, on va y revenir. Aujourd'hui, peut-être, c'est Franklin Chamala, secrétaire général du LGD. Demain, ça peut être une personne. Nous sommes en démocratie, la roue tourne. Très bien, on devra dénoncer autant que quelqu'un qu'on le peut, n'est-ce pas, cette maltraitance infligée par quelques-uns de la police au secrétaire général du LGD. On n'est pas partisan du mal, donc on va essayer de suivre de près, donner la parole à toutes les parties prenantes afin de comprendre l'erreur se serait glissée à quel niveau. Je reviens auprès de vous, M. Jojo Maïele. L'opposition dénonce ce qu'elle qualifie de processus électoral chaotique. Est-ce que la revendication a sa place à ces stades? Si j'étais un juge, j'allais dire la revendication est non fondée, parce que lorsqu'il revendique la question du processus électoral, moi je me suis toujours dit le processus électoral, comme défini le concept de processus, c'est l'ensemble des opérations qui nous mènent vers les élections. Alors je pense que le processus électoral est aussi séquentiel. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau où on est en train de travailler la loi sur la répartition des sièges, mais à chaque niveau, on demande toujours aux parties prenantes de pouvoir apporter une certaine touche qualitative, mais en respectant les procédures et les principes démocratiques. Je pense que l'opposition ne l'avait pas fait, parce que je suis en train de me dire qu'aujourd'hui, nous avons les différents mécanismes ou les différents indicateurs qui font que les processus existent. Entre autres, nous avons la loi électorale, nous avons la CENI, nous avons eu aujourd'hui la constitution du fichier électoral.
Mais si l'opposition a une revendication à faire, l'opposition doit se plier aux démarches, aux principes démocratiques qui dit que tout se passe au sein des institutions et il y a une procédure dans laquelle on doit suivre. Je pense que l'opposition, pour moi, je l'ai toujours dit et je continue à le dire dans les différents plateaux d'émission, l'opposition congolaise veut se comporter à une 5e institution de gestion de la République. C'est pourquoi l'opposition aujourd'hui veut se comporter à une institution qui est extra-légale. L'extra-légalité aujourd'hui conduit à ce que l'opposition ne respecte même pas les procédures qui y sont. Vous savez, lorsqu'on veut régir, lorsqu'on veut légiférer, on vous dit que c'est pas une personne, c'est pas un citoyen qui légifère. L'article 130 de la Constitution nous dit que lorsqu'on veut légiférer, il y a des instances qui doivent légiférer. Il y a le gouvernement par le projet de loi, il y a ceux qui ont ces pouvoirs traditionnels, le Parlement qui les font. Aujourd'hui, si on doit apporter une touche qualitative concernant une institution quelconque, c'est quelle voie qu'on va emprunter? C'est la voie parlementaire. L'opposition bafoue même la voie parlementaire. Cette voie parlementaire qui est doctrinale par rapport à la démocratie, l'opposition la bafoue. L'opposition veut apporter des restructurations qui sont hors institution. Mais je me dis, c'est blasphémer contre ce que nous sommes. Mon frère, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup les Congolais. Georges Riboula. Voilà, j'aime beaucoup les Congolais. Et il a dit que la CENI a une coloration politique. Je l'affirme, oui, il y a une coloration politique. Parce que lorsque vous regardez la configuration de postes au sein de la CENI, il y a des colorations politiques. On vous dit qu'il y a 4 postes qui doivent revenir à l'Union, à la majorité. En termes de quotas. En termes de quotas, 4 postes qui doivent revenir à la majorité présidentielle et 3 à l'opposition. Est-ce l'opposition est une composante culturelle ou politique? Politique. La majorité est une composante culturelle ou politique. Normalement, ça doit avoir une coloration politique. Très bien. Donc, par coloration politique, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire. Si vous le rencontrez sur ce point-là? Exactement, je le rencontre parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la loi organique et sur la CENI qui l'ai dit. Il y a des personnes qui sont mandatées par les familles politiques. Alors, d'où la coloration politique de la CENI. Alors, je pense que dans cette dimension, on doit avancer. Je pense que dans cette dimension, très bien. Nous sommes... Je vous redonne la parole. Le train a déjà pris chemin. Allons-y aux élections. Ce qu'il y a encore, c'est que les opposants ne sont pas préparés au combat électoral. Si vous êtes en train de voir tout ce qu'ils sont en train de faire, là, comme on boit, comme on marche, le problème, c'est le combat électoral. Ils ne sont pas préparés pour le combat électoral. Ils veulent une table de négociation pour le partage du gâteau. Mais malheureusement, on ne va pas partir dans cette démarche. Nous allons aux élections. Très bien. Je reviens à vous, M. Benoît Yulama. Je dois rappeler que vous êtes cadre de PPRD. Il est certes vrai que le PPRD, dans le passé, a partagé les mêmes revendications que l'acte de l'opposition, notamment sur la revue du fichier électoral. Vous contestez, n'est-ce pas, la phase d'enrôlement. Vous avez demandé à vos militants de ne pas se faire enrôler. Mais quelle est votre position par rapport à ces sit-ins? Est-ce que ça vient renforcer la même revendication que la vôtre? C'est une revendication très naturelle. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Nous avons eu à le dire par le passé, et surtout avant le déclenchement du processus d'enrôlement, qui avait des indices sérieux de fraude et qu'il était nécessaire qu'on puisse discuter sur les fondamentaux par rapport à la loi électorale, la même loi qui a été votée dans des conditions que tout le monde connaît. Et dans son article 10, il est clairement dit que c'est l'opposition qui désigne des membres au bureau de la CENI. Très bien. Malheureusement, on a acheté des gens, comme d'habitude, on les a corrompus, ils n'ont jamais réagi, ils n'ont jamais dit le contraire, et certains m'ont avoué qu'ils ont été achetés. Et ils sont là, ils n'ont aucune composante au Parlement qui peut aujourd'hui confirmer de leur mandat, aucune composante. Et donc, si l'opposition n'est pas représentée, c'est une histoire de M. Chilombo et sa coalition politique. Le deuxième élément, c'est que d'abord se retrouver devant la CENI, c'est une démarche éminemment citoyenne et politiquement responsable. Vous voulez que nous soyons comme la petite opposition d'hier. Elle était la plus petite, qui ne réfléchissait même pas, mais qui avait la capacité de brûler le véhicule d'autrui, de s'attaquer à la Ligue du PPRD, de brûler le bureau du PPRD et le bureau provincial, d'insulter
les gens et de chanter des insanités. C'est ce qu'on appelle l'opposition. Mais nous, aujourd'hui, nous avons la réflexion. Nous allons au-delà de ce que les autres pensent. Et rappelez-vous, sur le bureau de la CENI, contrairement à ce que j'ai entendu de mes deux jeunes frères, le bureau de la CENI, par le passé, a été composé par l'ensemble de la classe politique congolaise. Il y a M. Joly qui est au Parlement, il a été pour le compte du MLC. Il y a M. Oumba, je ne sais pas où il se trouve, qui a été pour le compte de l'UNC. Il y a M. Kalumba, si je ne me trompe pas de nom, le rapporteur, qui était pour le compte de l'UDPS. Mais aujourd'hui, qui peut vous dire les membres de l'opposition, des partis politiques de l'opposition reconnus, qui sont au bureau de la CENI? Aucun. Et quand on vient dire ici que l'opposition n'existe plus, c'est qu'il y a un problème au niveau de la conceptualisation de la notion de l'opposition. Puisque l'opposition, c'est un état d'esprit. L'opposition, ce n'est pas aller prendre des armes, prendre des bâtons, aller brûler des maisons d'autrui qu'on est opposant. Non. L'opposition, c'est un état d'esprit. On refuse la gestion de l'autre. On ne partage pas la manière de gouverner de l'autre. C'est ça l'opposition. Ce qui fait que même mon jeune frère qui est à ma gauche a partagé un moment la gestion du pays avec l'équipe de M. Tshilombo. Mais lorsque son parti a constaté, et pas lui, c'est plutôt l'ensemble de M. Moïse, lorsque le parti de Katumbi constate que les choses ne marchent pas, les choses ne vont pas dans le bon sens, le parti de Katumbi s'est retiré et se retrouve dans l'opposition. On ne dirait pas qu'il n'est pas opposant. Il est du fait qu'il ne partage pas la gestion des affaires de l'État, la philosophie que M. Tshilombo est en train de conduire. C'est ça l'opposition. Si l'opposition ici sous-entend il faut aller brûler tel, il faut aller attaquer tel, et on dit l'opposition n'existe pas, l'opposition n'a pas de réflexe, c'est qu'il y a un problème de cheminement logique dans la réflexion. Très bien. Alors, maintenant, le troisième élément. J'ai entendu des théories, je ne sais pas les situer, ni chez Montesquieu, ni chez Karl Marx, moins encore, même chez d'autres, des nouveaux auteurs comme vous parlez des théories évoquées par vos co-débatteurs. C'est la deuxième fois que je l'ai sur le plateau, mais je n'arrive pas à retrouver sur la maquette des pères fondateurs de la sociologie politique ou des sciences politiques, c'est qu'il est en train d'avancer comme élément. C'est-à-dire l'opposition n'a pas respecté la procédure. Or, nous avons la loi sur l'opposition politique. Et nous avons aussi la loi sur les marches. Nous sommes dans un régime d'information. On n'a plus besoin de l'autorisation pour marcher. Et cela s'est fait même en France. Mais lorsque vous dites qu'on n'a pas respecté la procédure, laquelle qu'on n'a pas respectée? Puisqu'on a informé l'autorité. Dès lors que l'autorité est informée, et là d'ailleurs, ça n'a pas été une marche, ça n'a été qu'un petit mouvement, on n'a pas appelé tout le monde des responsables. Et nous, d'ailleurs, c'est des responsables qui marchent, l'opposition actuelle. Ce n'est pas hier où on lance des tracteurs, on fait des annonces, on prend l'avion à Bruxelles. Mais aujourd'hui, des responsables sont là, c'est avec les enfants pour dire, nous portons responsables de la marche. C'est ça la différence. Alors, mais si il faut repartir dans l'histoire, c'est que l'opposition d'hier était un peu plus barbare que celle d'aujourd'hui. Non, souffrez, moi je vais vous donner la parole, mais je vais donner la parole à votre voisin de gauche pour essayer, pour trouver votre réaction sur ces propos du ministre en charge de la communication et porte-parole du gouvernement. Je vais citer Patrick Mouyaya, qui estime que répondre aux revendications de l'opposition aujourd'hui, c'est consacrer les glissements. Est-ce que vous partagez cet avis? Vous voyez, il arrive parfois, même quand on a mémorisé des textes, lors de l'exposé, qu'on oublie. Je pense qu'il oublie tout simplement ses origines politiques. Il vient du PALU, du parti Lumumbiste unifié, n'est-ce pas? Le ministre de la Communication. Voyez-vous, dans ces pays, déjà en 1960, Lumumba parlait de la démocratie. Revenir sur de tels propos, c'est tuer la démocratie, la jeune démocratie. Pourquoi ne pas revendiquer et pourquoi ne pas accéder aux revendications de l'opposition? Ces revendications ne sont-elles pas citoyennes? Non, mais les timings, parce que vous revendiquez à un moment presque crucial, un moment... Quel moment crucial? Gouverner, c'est prévoir. Nous sommes pendant la période préélectorale. Donc, il est tout à fait logique que l'on soulève des anomalies que l'on constate. Ça aussi, c'est mauvais. Est-ce que c'est le dialogue que vous cherchez? C'est-à-dire,
le dialogue doit être perpétuel dans une démocratie. Là où il n'y a pas le dialogue, c'est là où il y a justement des comportements malveillants que nous dénonçons aussi. Si les autres sont fiers, sont en train de s'enorgueillir par le fait qu'ils étaient des barbares dans l'opposition, nous, on ne conçoit pas l'opposition dans ce sens-là. Nous, on fait une opposition républicaine. Parlant de la théorie évoquée par mon ami, toujours sous cette optique-là, mais je ne sais pas, il s'agit de quel droit. Quand vous lisez le prescrit de l'article 26 de la Constitution, on dit la manifestation le droit de la manifestation est garanti. Les organisateurs ont juste l'obligation d'informer par écrit l'autorité. N'est-ce pas? Ouais. Il n'y a pas une procédure. Quand on me dit ici sur ces plateaux qu'il mais... faut aller au Parlement, je me écoutez. pose, c'est quel mécanisme? Mais moi, s'il vous plaît. Vous savez on doit préciser. Vous savez pourquoi le Constituant de 2006 a consacré le régime de l'information? Justement, c'est pour éviter ces dérapages. J'ai parlé de la législation. N'est-ce pas? Parce que je parlais de la législation. Vous me permettez que je développe mon idée, s'il vous plaît. Je ne parle pas. Moi, j'ai parlé de la législation. Je parle de la loi régissant les élections qu'on appelle la loi électorale et la loi portant fonctionnement et organisation de la CENI. S'il vous plaît, c'est de ça que je parlais. Très bien. La question nous posée concernait les sit-in. Et c'est à ce niveau nous avons dit que c'était l'exercice d'un droit citoyen. Notre droit le plus légitime auquel nous ne saurons abdiquer. N'est-ce pas? Alors, nous dire ici que nous ne respectons pas la loi alors que nous avons écrit à l'autorité. Et voilà la ruse de l'autorité. Nous postulons pour une date. L'autorité dit non pour cette date. Il nous donne lui sa date. Il n'y a pas de problème. Nous, on propose une autre date. Et qu'est-ce que l'autorité fait? Il prend deux partis qui sont opposés aux nôtres. Il leur octroie également l'autorisation le même jour. Sachant que par le passé, ces partis, dans les mêmes conditions, se sont distingués dans la barbarie. Okay. C'était quoi l'intention de l'autorité si ce n'est pas de l'animus nokendi? L'intention de nuire. Permettez-moi, nous avons des images. Et c'est fort regrettable pour l'image du pays. Ce qu'on a vu le 20 mai, c'est fort regrettable. Très bien, Souffré, je vous redonne la parole. Monsieur Edouard Kabouaï, les gens ont dénoncé la répression de la marche de l'opposition. Certaines personnes disaient qu'aujourd'hui, Tshisekedi est en train de user de même mécanisme que la Kabylie d'hier. Est-ce que vous avez à vous reprocher dans cette répression de la marche de l'opposition? Bon, je pense que toute violence, quelle que soit son origine, quelle que soit sa provenance, était toujours condamnable. Très bien. Mais la différence aujourd'hui avec l'UDPS, quand il y a des manifestations, jusqu'ici, nous ne comptabilisons pas les morts. Avec l'UDPS aujourd'hui au pouvoir, quand il y a les manifestations demandées par l'opposition, quels que soient quelques actes de dérapage, comme c'était toujours. La violence, l'agression, la torture. C'est condamné, et d'ailleurs même les auteurs, quel que soit que ce sont les membres qui sont dans la corporation policière, en tout cas, doivent être déférés devant leur tribunal en compétence pour les juger. Vous êtes d'accord avec Georges Ignoriboula qui condamne la répression de la marche? Ici, je répète pour dire ceci. Très bien. Comparer ce que fait le régime actuel de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi et ce qui se faisait avec le régime de la Kabylie, je vous dis vraiment que c'est peut-être, ça relève d'une mauvaise foi. Pourriez-vous écarter un peu votre micro? Très bien. Les gens n'ont pas l'histoire de notre pays. Parce que, comme vous le savez, lors des stings, que ce soit des manifestations du temps de Kabila à la tête du pays, en tout cas, il n'y avait que des morts par rapport au bilan, il n'y avait que de blessés, il n'y avait que de répression, il n'y avait que ceci et cela. Mais au jour d'aujourd'hui, les manifestations publiques sont encadrées par la police, quels que soient quelques actes de barbarie qui peuvent se commettre, mais les auteurs en répondent devant
l'auditorat. Très bien. Mais... Et la comptabilité d'ailleurs dans toutes ces manifestations-là, vous ne trouvez pas que nous avons 15 morts. Nous sommes d'accord sur un point. Nous sommes d'accord sur un point. Il n'y a pas de morts. Il n'y a pas eu de morts. Très bien. Il n'y a pas eu de morts. Nous sommes d'accord sur un point. Officiellement, il n'y a pas un... Non, mais ce qui n'a pas il n'y a pas de chiffres. Il n'y a pas de chiffres par rapport à la... Ce qui n'a pas été dit ici, quand l'opposition citoyenne aujourd'hui organise une manifestation, il n'y a pas pillage. Il n'y a pas de casse. On ne brûle pas de véhicules. S'il vous plaît, M. Georges. S'il vous plaît, Georges. Laissez-moi évoluer, pardon. Laissez-moi évoluer, pardon. Oui, mais quand j'étais en train de parler, j'étais calme. S'il vous plaît, monsieur Edouard, s'il vous plaît, souffrez. On est d'accord sur un point qu'il n'y a pas eu de morts. Mais qu'est-ce que vous trouvez de mal, vous, de la majorité présidentielle, à diger, à accepter les revendications de l'opposition par rapport à la CENI? Mais est-ce qu'il y a les revendications, mon cher ami? Et cette opposition ici, que vous êtes en train de nous dire, nous nous posons la question de savoir, c'est une opposition imaginaire ou utopique, ou c'est une opposition que nous allons de pratiquer en pratique? Non, mais nous avons Moïse Katumbi, nous avons Fayoulou, Délice Sanga, Matata Mpogno. Une opposition responsable, c'est cette opposition-là qui prend ses responsabilités devant l'avenir du pays. Nous, l'UDPS, en 2006, quand nous avons vu que le processus était totalement biaisé et nous avons pris le rendez-vous avec notre peuple pour ne pas y participer. Mais en fait, ces opposants que vous-même vous êtes en train de se nommer opposants, bon, le matin, le processus n'est pas bien, on ne peut pas les s'enrôler, ils demandent les militants de ne pas aller. Ouais. Bon, toujours aux mêmes heures là, ce sont eux, parce que tous ceux que vous êtes en train d'appeler opposants, ils ont des cartes d'électeurs. Et à cela, vous allez nous dire que ce sont les opposants. Ça, c'est un, deux. Quand ils sont en train de demander une manifestation publique, et ils enrôlent les mineurs dans leur marche, et vous allez dire que ça, c'était une manifestation publique. Enrôler les badauds, enrôler les bandits de grands chemins. Parce que ce jour-là, pour votre information, j'étais sorti aussi pour voir comment ces amis ici devront y marcher. Mais nous avons constaté, voire même l'itinéraire qui se sont convenus avec le gouverneur de la ville, cet itinéraire n'était pas respecté. Et nous avons vu à Ngaba, nous avons vu jusqu'au niveau de l'échangeur, les bandits armés. Et d'ailleurs, il y a même des vidéos que vous êtes en train de voir. Comment il y avait quelques badauds achetés par moyennant les billets verts, etc. Pourquoi enrôler les mineurs dans leur manifestation? Est-ce que ça, c'est une manifestation? Parce que quand vous allez dans une manifestation publique, mais vous avez une revendication qui est mieux claire. Très bien. Il y a même un mémoranda que vous devez remettre à qui des droits dont vous êtes en train de manifester. Mais c'est que l'opposition que vous êtes en train de me décrire ici, ils disent quelque chose le matin, c'est en quelque sorte comme en 2018, non? Vous le savez. Nous, l'UDPS, nous avons dit, nous allons aux élections avec ou sa machine à voter. Mais eux, ils ont tergiversé. À la veille des élections-là, vous avez vu comment les gens commençaient à s'agiter pour aller voter et à demander les militants, pas les stylos, pas ici, cela. Mais c'est quelle opposition? Donc, catégorisons-nous les vrais opposants. Quand on est en train de s'opposer à quelque chose, on est muni d'une proposition concrète. Et cette proposition-là, nous-mêmes d'ailleurs, nous nous mettons à être un exemple par rapport à cela, et puis amener les troupes derrière nous pour comprendre. Mais c'est que l'opposition qui négocie la nuit et le matin, ils sont les opposants. Merci, M. Edouard. Je crois que Georges Iboula va vous rencontrer d'un moment à un autre, et Benoît Yulama. Mais je reviens à vous, M. Didiou Mayele, vous avez été mal compris ici par rapport aux théories évoquées. Mais avant de réagir par rapport aux interventions de vos co-débatteurs, est-ce que, quand vous observez l'opposition congolaise actuelle, est-elle prête pour les élections? Non, j'ai dit l'opposition n'est pas prête. Nous constatons qu'il y a les fruits de l'impréparation. Quand je parle du combat électoral, le combat électoral, c'est les élections. Déjà, mon aîné Yulama ne va pas me contredire, ils n'iront pas aux élections. Non, mais il ne s'est pas identifié à vos théories. Non. Je vais arriver. Très bien. Déjà, ils ne vont pas aller aux élections. Donc, lorsque nous parlons du processus électoral, nous sommes au nombre de 4, mais faites 4 moins 1.
Donc, nous sommes au nombre de 3. Ils ne vont pas aux élections. Il faudrait les mettre de côté. PPRD, FCC? Non, ils n'auront pas aux élections. Parce que les élections ont un visa. Le visa, c'est la carte d'électeur. Donc, je pense qu'ils n'auront pas aux élections avec nous. Très bien. Moi, je suis choqué parce que c'est pour la première fois que j'entends qu'on résume les sciences sociales dans 3 auteurs. Il parle de Karl Marx, il a parlé Montesquieu et l'autre, je n'ai pas retenu. L'immensité des sciences sociales aujourd'hui est résumée par 3 auteurs. Je pense que c'est biaisé. Vous êtes choqué? Je suis très choqué parce que si vous résumez par ces 3 auteurs, et Rousseau, et Platon, et Auguste Comte, et Hegel, Emmanuel Kant et les autres. Emmanuel Kant, ils seront jaloux dans leur tombe. Donc je pense que Kouloutou, vous n'avez pas le monopole des savoirs. Lorsque je parlais, peut-être vous m'aviez mal compris, ici je parlais des procédures pour arriver à la restructuration ou à la révision des textes. Je n'ai pas parlé des procédures pour demander à ce que vous puissiez marcher. Non. Même lorsque vous allez marcher, il y a la dimension fonctionnelle de l'État. Si vous comprenez que nous sommes dans un régime d'information, l'État aussi a une dimension fonctionnelle. Dans sa dimension fonctionnelle, je prends 2 éléments. Il est gendarme, il est aussi patron. Dans sa dimension des gendarmes, c'est celui qui assure les bien-être de la population par l'armée. Dans la dimension où il est partant, c'est celui qui régule, c'est celui qui oriente, c'est celui qui coordonne, c'est celui qui contrôle. Vous pouvez apporter votre lettre d'information, mais il faudrait que l'État sache aussi dans quel niveau il doit garantir. Parce que l'ordre public est garanti par qui? Et par la personne qu'on appelle l'État. Donc je pense que dans cette dimension, il ne faudrait pas seulement vous résumer dans la dimension d'informer. Prenez aussi la dimension de l'État qui est fonctionnel. Comment est-ce qu'il va apprécier pour qu'il puisse vous garantir? Lorsque je parle de procédures ici, je suis en train de voir comment est-ce que sont légiférés et sont écrits ou sont révisés ou on apporte les touches qualitatives dans les différents textes. C'est pourquoi j'ai dit, les textes, si vous voulez apporter votre pierre à l'édifice sur les textes, il ne faudrait pas aller dans une démarche qui est extra-institutionnelle, où il faudrait vous rédiger ce que vous avez envie de rédiger comme proposition. Vous dites que nous voulons ça. Non. Ici, nous avons un Parlement qui est censé légiférer. Alors, vous étant qu'opposition, la question que vous devez vous poser, est-ce que vous n'avez pas des représentants au sein du Parlement? Très bien. Quelle démarche institutionnelle? C'est là que vous avez parlé du projet, de la proposition. Oui, quelle procédure devons-nous embrasser? C'est une procédure parlementaire. La procédure parlementaire, c'est quoi? Soit on doit initier, soit on doit réviser. Oui ou non? Oui. À moins qu'on me dise le contraire. Très bien. Alors, si ce n'est pas ça, donc je pense que vous avez une 4e procédure. La 4e procédure, c'était ou la 3e ou la 10e, c'est que l'opposition veut se faire une 5e institution dans ces pays. La 5e institution, ça signifie l'opposition doit prendre des décisions. Ces décisions-là doivent aller en encontre de ce que les autorités disent, doivent aller même en encontre de ce que nous sommes. Alors moi, je vous dis, naviguons dans un monde platonique où vous allez créer un pays qu'on appelle la République démocratique du Congo, où l'opposition sera la 5e institution de ce pays. Mais actuellement, où nous sommes dans un monde réel, dont Félix Antoine Tshisekedi est président, l'opposition doit se soumettre aux règles du droit. D'où même la beauté de l'état de droit. On doit se soumettre aux règles du droit, on doit se soumettre aux procédures du droit. Donc je pense que c'est dans cette démarche-là que moi je suis en train d'aspirer. D'évoluer et puis de voir les choses. Donc je pense que pour mes résumés, nous sommes prêts pour les élections, pour le combat électoral. Je dirais aussi à l'opposition d'être prêt. Je suis en train de préfigurer. Je mets plus 4 mois. Les blocs de Lubumbashi vont se disloquer. Ok. Parce que vous allez comprendre que quels sont les éléments qui vous font dire ça? Tous les 4 ont des velléités sur l'institution présidente de la République. Non, mais ils peuvent se reconvertir. Je vous dis, Moïse Katumbi, c'est la personne qui a toujours été mise de côté. Martin Fayulu, c'est la personne qui a toujours eu cette envie de privatisation. Il a toujours privatisé les structures politiques. Et Matata Ponyo, il a maintenant du goût. Delis et Sanga, c'est les meilleurs perdants. Donc je ne pense pas, comme ils sont là, les égos vont primer. Je ne pense pas que l'un va laisser à l'autre. Je donne 4 mois. Je donne 4 mois. Très bien, très bien. Je donne la parole à monsieur Georges Iboula. Vous étiez en train de hocher la tête quand Jojo Maïl était en train de parler. Vous savez, ce qui est beau avec la science, c'est qu'on ne triche pas avec la science. Mais qui triche qui alors? Sortir les choses dans leur contexte, ça devient un prétexte. Ici, on parlait plutôt de sit-in. On a parlé également du dépôt de mémorandum, si je dois suivre sa logique.
aller déposer un mémorandum est illégal? Je ne pense pas. La procédure dont il évoque ici, il faut aller au Parlement, il faut passer par l'opposition. Quand bien même elle serait vraie. Mais ça ne rend pas illégal le fait d'aller devant une institution d'appui à la démocratie, qu'est la CENI, et de déposer un mémorandum ou de porter ses revendications. Très bien. C'est un droit constitutionnel qui nous est reconnu. Ça, c'est de un. De deux, je vis mon co-débatteur ici en train de développer des théories selon... Jojo Mayele, il s'appelle Jojo Mayele. Monsieur Jojo, ouais, votre cher compatriote, de développer des théories selon lesquelles l'opposition ne serait pas prête pour aller aux élections. C'est aussi un avis partagé par Patrick Mouyaya. Si en 2006, l'UDPS n'est pas parti aux élections, c'était par peur de ce que nous sommes en train de vivre actuellement. On a passé plus de 3 décennies dans ces pays à penser que l'UDPS avait un bâton magique pour développer ce pays. Mais une fois l'UDPS au pouvoir, voilà ce que l'UDPS nous propose. Et à la maison, les gens se posent la question, tout ça pour ça. En 2006, ils n'étaient pas prêts. Alors que le président Kabila était trop jeune. On se disait face à Etienne Tshisekedi, il n'y avait pas photo. L'UDPS a eu peur d'affronter le jeune Kabila. Mais ce n'est pas le cas avec l'opposition actuelle. Pour 2 raisons. Primo, le premier ministre Matata Ponyo, le président national du leadership et gouvernance pour le développement, son bilan de 4 ans à la primature, il est largement positif que les 4 années de cette mandature. Et j'ai des éléments. Très bien. Deuxièmement, on parle ici de Moïse Katumbi. On se fait maintenant porte-parole de Moïse Katumbi. Non, mais je ne vous reconnais pas comme étant membre, sympathisant ou membre de l'ensemble pour la République. De l'ensemble. Attendez que les gens d'ensemble passent ici, nous disent s'ils vont compétir ou non. Pour votre information, au LGD, on a nos cartes. J'ai entendu sur ce même plateau mon Kouloutou de l'UDPS dire ici... Edouard Kabouaï. Monsieur Edouard Kabouaï dire ici que la journée, ils sont dans l'opposition, mais ils ont tous des cartes. Mais qu'est-ce qu'on nous raconte ici? La carte d'électeur est un droit pour tout Congolais. N'est-ce pas? Aller se faire enrôler, c'est un devoir civique. Aujourd'hui, vous conviendrez avec moi qu'on n'a pas de carte d'identité depuis maintenant plus de 2 décennies dans cette république depuis le départ de M. Mobutu. Mais c'est justement cette carte d'électeur qui fait office de la carte d'identité. Hormis ceux qui ont le moyen de se procurer le passeport, encore que dans ce pays, le passeport est encore un luxe. Voyez-vous? Alors, quand on dit ici que la journée, ils sont opposants et le soir, ils ont des cartes d'électeurs, mais je me dis, mais nous sommes dans quel monde? Non, mais c'est parce que votre voisin de droite et ses adeptes ne se sont pas fait enrôler. C'est son droit le plus légitime de décider s'il va aller aux élections ou pas. Mais la carte d'électeur, faisant office de tenant-lieu de la carte d'identité actuellement, c'est un droit, pour tout Congolais. Et l'avoir, c'est pas extraordinaire. Ou c'est pas tricher avec l'opposition. Autre chose, il y a des gens qui pensent dans ces pays qu'ils ont le monopole d'être opposants. Être opposant, c'est pas une qualité. Être opposant, c'est un état de choses. Très bien. On devient opposant quand l'on s'oppose à l'idée ou aux idées ou à une démarche de ceux qui gouvernent. Mais ce n'est pas une qualité. J'ai l'impression comme si dans ces pays, il y a des gens qui pensent qu'être opposant, c'est une qualité qui leur sera reconnue dans ces pays ad vitam aeternam. Voilà. Non. Et d'ailleurs, je signe et persiste que cette opposition qui nous ont appris dans ces pays ici, c'était une opposition que nous devons décrier. Merci. Nous avons marché. Est-ce que vous avez entendu qu'il y a eu des véhicules brûlés? Est-ce que nous sommes allés brûler des domiciles des gens? Il n'y a pas eu casse. Et justement, la police ne devrait qu'avoir cette attitude-là. Parce qu'en face, les gens ont manifesté pacifiquement. Sauf qu'on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Ils se sont libérés d'un comportement que je qualifie une fois de plus malveillant. On ne peut pas bastonner quelqu'un comme ça, un père de famille. Et de sur quoi? Un ancien ministre de la République. Très bien. Et j'en profite de l'occasion pour
souhaiter de prompt rétablissement au camarade Franklin Chamala, Très bien. mon secrétaire général. Merci beaucoup, M. Georges Iboula. Je reviens à vous, M. Benoît Youlama, avant de réagir aux différentes interventions de vos co-débatteurs autour de la table. J'ai envie de savoir, dans l'opposition, vous êtes de quel côté? Parce qu'on ne sait pas comment vous identifier. On n'arrive pas à mieux vous identifier. Je ne sais pas si vous avez un thermomètre pour pouvoir évaluer qui est dans l'opposition, qui n'est pas. Non, nous voulons comprendre de quel côté vous êtes parce qu'il y a une coalition. Il y a une coalition déjà qui s'est définie autour de 4 leaders, mais on ne sait pas de quel côté. Nous ne sommes pas au pouvoir, nous sommes dans l'opposition. Et les compatriotes qu'on peut qualifier aujourd'hui de El Lubumbashi, on rejoint certainement les revendications qui sont légitimes que nous avions à l'époque présentées sur la place publique. Nous estimons que le travail de l'opposition est tout à fait différent du travail du pouvoir. Mais malheureusement, le pouvoir qui est pouvoir recule et veut avoir les attitudes de l'opposition. En étant au pouvoir. C'est ça les combles de ce que nous vivons aujourd'hui. C'est tout un paradoxe. Alors, permettez que je revienne un peu sur ce qui a été dit sur le plateau, notamment sur la carte. Pour mon compatriote de l'UDPS, être opposant, c'est-à-dire ne pas aller prendre la carte. Il n'est nulle part dans un document officiel où il trouvera cela. D'abord, l'opposition est reconnue par la loi. Ceux qui sont partis prendre des cartes sont libres d'aller s'enrôler. C'est leur liberté. Nous qui avons décidé de rester, de ne pas accepter, de ne pas poser cet acte civique, nous sommes aussi libres puisqu'il n'y a aucune contrainte qui obligerait à un citoyen congolais d'aller prendre des cartes. Et, curieusement, pendant qu'on parlait de ce petit mouvement devant la CENI, le jeune frère sort de même du cadre de la discussion. Il commence à parler que c'est le gouvernement et le Parlement qui légifèrent. Dans une démocratie, depuis les Lumières, puisque vous voulez sélectionner des gens, depuis les Lumières, il n'y a aucune institution gouvernante qui légifère. Lorsque l'institution arrive à légiférer, c'est que nous sommes dans une dictature et l'absence du Parlement. Or, ici, nous avons un Parlement qui a qualité, qui a compétence de légiférer, que ce soit le projet qui passe du gouvernement, que ce soit la proposition qui va venir d'un élu. Donc, c'est le Parlement qui a la décision sur la matrice de la loi. Et donc, c'est de là que le gouvernement peut venir, le chef de l'État peut promulguer le cas du Congo. Ailleurs, probablement, ce sont les premiers ministres qui promulguent. Alors, et on veut tout de suite exclure, dire que l'opposition n'existe pas. Il y a deux dimensions de l'opposition dans ce pays. La première opposition, c'est l'opposition des victimes de la gouvernance de M. Chilombo et consorts. Tous les gens qui sont maintenant dans 2, 3, 4 mois, ils ne sont pas payés, ils n'ont pas de salaire. Très bien. Tous les gens dont le paie passait de 200 francs à 600 francs, qui n'y arrivaient plus et à donner à leurs enfants le pain, tous les gens qui n'arrivaient plus au moment où nous parlons à enterrer correctement leurs frères et sœurs, et du fait de l'absence même de l'État, dans l'accompagnement même et des gens qui enterrent, et tous ceux-là qui savent que leurs créances sont bloquées. Pour qu'on vous paie ces créances, il faut donner 30, 40, 50%. Ce sont des faits qui font que la première opposition, c'est d'abord la population. Et vous savez très bien que ce pouvoir était populaire à Kinshasa. Et je reviens à l'histoire. J'ai connu en 2011 l'UDPS avec Fétien Tshisekedi Ouamoulo. Il est venu déposer sa candidature au bureau de la CENI, au bureau du traitement des candidatures justes à côté de l'immeuble intelligent. Au retour, les gens de l'UDPS chantaient des insanités. Ils avaient brûlé le bureau du PPRD qui est sur Sendoué et même un policier est décédé. Le jour où il y a eu une marche de l'opposition qui avait été demandée par l'UDPS, par M. Chilombo Tshisekedi. Heureusement, je le félicite parce qu'il citait très bien le nom. Edouard Kouaï. On n'entre pas dans la démarche très anarchique du gouvernement actuel qui a changé de nom sans avoir un jugement supplétif. Il y a eu on a brûlé le siège de la Ligue de jeunes du PPRD. Il y a eu la mort de 3 policiers. Au siège, donc à l'église de l'évangéliste Sonny Kafuta, armée de l'Éternel. Lorsqu'on a déposé la candidature de d'autres
représentant de la société civile. Cette église a été vandalisée, des chaises cassées, il n'y a pas longtemps, pas même 2 ans. Ça, c'est sous la gestion de l'UDPS. Et si il faut encore repartir dans l'histoire, une jeune fille de 8 ans, qu'André Kimbuta avait même présenté au moment de le faire à la télé, cette jeune fille, le jour où l'UDPS avait appelé à la ville morte, cet enfant partait à l'école. Elle avait été violée et puis il était brûlé. Pas de punais, ce qui pourrait avoir donné la possibilité de la réaction qui avait eu lieu au siège de l'UDPS. De l'autre côté, où il y aurait certains cas de décès. Nous avons une très bonne mémoire. Nous avons des faits parce que c'est déjà documenté. Quand le jeune Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, parle que l'opposition chercherait, d'abord, vous êtes à la quête du chaos. Il n'a aucune logique de son parti de Palou, puisque le jour où M. Tshilombo est arrivé de l'Europe, le siège du Palou était attaqué. Et il y a eu 11 morts par l'UDPS. Peut-être qu'il a oublié puisqu'il est aux affaires. Et ces gens qui sont décédés ont été enterrés grâce au gouvernement congolais qui était représenté par le président Kabila d'une manière globale au lieu de séparer le bicéphalisme que nous avons. Et en plus de ça, il oublie que la demande de l'opposition, ce n'est pas une demande qui peut prendre 2 jours. Si aujourd'hui on dit opposition, donnez donc la liste vos revendications. Des membres, c'est connu que le parti qui a une prépondérance au niveau du Parlement, c'est le PPRD. Et après le PPRD, il y a les autres et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Ça ne peut pas prendre des semaines pour qu'on désigne des gens. Et pourquoi ont-ils peur que l'opposition délègue ces hommes? Pourquoi ils ont peur que l'opposition demande qu'il y ait la restructuration de la Cour constitutionnelle? Mais à ce stade. Il y a presque une propriété personnelle, M. Tshilombo et ses apparatchiks. Mais de quel pourquoi stade refuser cela? Nous approchons vers les élections, des moments de forte tension, et vous voulez la restructuration. Pourquoi ça n'a pas été fait dans les temps? Il doit avoir un caractère crédible et transparent. S'il n'y a pas la transparence, nous aurons plus de problèmes que nous l'avons aujourd'hui. Et faire fi de cela, faire croire aux opinions qu'il n'y avait aucun problème, nous allons marcher sur l'opposition, on va faire le forcing, nous serons tous, en tout cas, rattrapés et jetés dans la poubelle de l'histoire. C'est maintenant qu'il faut le faire. Très bien. Nous voulons la démocratie, nous allons tous nous engager sur la voie de la démocratie, mais si vous ne voulez pas la démocratie, nous allons maintenant recourir à la violence. Souffrez. Alors, regardez sur la marche, on vous dit qu'il n'y a eu aucun mort. J'ai vu un document, il y a 3 jours, que la Croix-Rouge du Congo a ramassé 4 corps. À la 6e rue Limité, sur le petit boulevard, où on a pris un bâton qu'on avait enfoncé autour de clous, qu'on a, devant la police, on a tué un jeune garçon. Le monsieur dont les détestés étaient sortis à l'extérieur. Nous avons vu la vidéo qui circulait. Alors, vous l'avez vu déjà, il est guéri. Vous les classez dans quelle catégorie? Il est dans quel hôpital? Non, il est parmi les vivants. Il est dans quel hôpital? Et la dame là qui était déjà étalée, qui était déjà morte, que la vidéo montre au même moment que le jeune Jean qu'on qualifie des petits mercenaires qu'on aurait recrutés. Vous savez, les comptes se trouvent, les comptes de la jeune dame? Que quand le président voudrait visiter tous ces gens, on les avait enlevés tous les centres de santé qui s'est trouvé. Donc le pouvoir s'est organisé à enlever. Alors, et vous avez entendu, on parlait des Koulouna, mais les Koulouna sont, c'est l'UDPS qui nous a présenté la véritable image du colonisme aux républicains. On va nous balancer cet élément, s'il vous plaît. Le premier Chitez, s'il vous plaît. C'est la brigade spéciale de l'UDPS qui avait des bateaux. Nous avons des images. Ça, qui a tabassé. Les gens ont été sérieusement blessés. Après la brigade, c'est la force du progrès. La 5e institution. Et après, on vous dit. Vraiment. Ah, c'est fou. On va évoluer, s'il vous plaît. On va évoluer, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'aurais besoin de votre réaction, s'il vous plaît, monsieur Georges. Monsieur Georges, j'ai besoin. S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'aurais besoin de votre réaction par rapport à la suite du sit-in organisé par la coalition de l'opposition devant la CENI. Tour à tour, les leaders se sont prononcés. On va suivre cet élément que nous propose Hilaire Nyoka. En tous les cas, nous pensons que c'est un succès. C'est un succès parce que la population comprend que la CENI cache quelque chose. C'est que la CENI se reproche quelque chose.
si la CENI ne se reprochait pas quelque chose, elle allait laisser les gens aller faire les sit-ins. Tant que le pouvoir, tant que la CENI nous refusera de manifester contre cette massive fraude préparée de manière professionnelle, nous pensons que ce serait toujours un succès. Nous ne sommes pas entendus avec la police n'a pas fait son travail conformément à la loi, nous avons fait nos obligations à travers la loi. D'abord, nous ne sommes pas venus pour accéder à la CENI, nous sommes venus pour faire un sitting devant la CENI. C'est différent, c'est une manifestation stationnaire pour marquer notre désapprobation du chaos électoral qui est orchestré par M. Tshisekedi en complicité avec la CENI. Nous avons là affaire à une CENI qui est constituée de manière irrégulière, qui a publié un fichier électoral constitué dans les conditions les plus opaques, jamais vues dans ce pays, et qui va imposer un chaos électoral au terme duquel ils vont nommer les élus de ce pays. Et le sens de notre présence ici, c'est de mobiliser le peuple congolais, de le sensibiliser pour se réapproprier le processus électoral. Le peuple congolais veut les institutions et les dirigeants légitimes pour développer ces pays. Un point, un trait. Nous sommes là pour ça, nous sommes là pour accompagner le vœu du peuple congolais. Élection crédible, c'est-à-dire élection transparente, élection impartiale, inclusive et apaisée. Merci. Même quand j'étais avec M. Félix Tshisekedi à l'opposition, il disait toujours, mon frère, il faut qu'on se batte pour un état de droit. Je me pose la question à la population congolaise. Merci beaucoup aux amis qui nous suivent en direct sur Facebook. Merci à ceux qui nous suivent sur TNT BlueSat. Merci de nous faire parvenir vos questions. Vous suivez Débat 24+, et merci de nous faire confiance. Autour de la table, Monsieur Edouard Kabouaï, il est représentant de l'UDPS près la République d'Angola, mais aussi au cadre du parti présidentiel. Georginio Riboula, il est cadre du parti politique LGD, du sénateur Augustin Matata Mpogno. Jojo Maele, politologue, analyse des questions politiques. Il vient de nous annoncer avec joie qu'il vient de s'engager avec une formation politique. Merci beaucoup. Benoît Ulama, il est cadre politique du PPRD et membre du FCC. Monsieur Edouard Kabouaï, vous avez suivi cette intervention des 4 leaders de l'opposition. Il dénonce, n'est-ce pas, cette procédure électorale qui est opaque. Matata Mpogno s'est prononcé. Alors, pour créer une sorte de réappropriation de cette phase électorale à la population, pourquoi n'est pas asseoir l'opposition autour d'une table, dialoguer, afin de trouver de bonnes résolutions pour des élections dites crédibles, transparentes? Merci bien, mon très cher journaliste, mais je commence d'abord à vous faire remarquer que vous devez veiller sur la prise des paroles et les timings. Très bien. Le timing, la répartition d'ailleurs. Mais vous savez, je suis vraiment estomaqué, je dirais même abasourdi d'entendre mes amis en face parler d'un bilan positif de Matata Mpogno. Je crois que nous allons rebondir, entrer en profondeur à notre deuxième thématique. Très bien. Mais je crois qu'il est en train de jeter l'opprobre sur les souffrances de ce peuple et cette population qui a vécu la calamité, la misère, à l'outrance d'ailleurs. Donc, chose qu'on ne devrait plus encore parler à notre temps ici. C'est un événement de triste mémoire d'avoir Matata Mpogno dans notre pays ici comme Premier ministre. Mais c'est une forte révélation. Je vous dis que ça, c'est même dans les rêves les plus profonds, dire à un Congolais que Matata Mpogno revient Premier ministre dans ce pays. Très bien. Avec son président Kabila. Donne-nous les éléments. Non, ça sera très bizarre. J'en viens pour rencontrer ce qu'a dit mes co-débatteurs en face. M. Benoît Yolama nous a révélé quand même les stratégies, mais je crois qu'à l'époque, tout le monde, on était vivant dans ce pays. On suivait avec vous les rapports, que ce soit des organisations internationales des droits de l'homme, et qui assistaient à cette répression sanglante quand l'UDPS manifestait dans ce pays. C'est dans ce pays, mon très cher ami Henri, qu'on a brûlé vif les combattants de l'UDPS dans son propre siège. Je crois que vous avez les images. Avec un lance-roquette que
mes amis en face, ils avaient été déjà partis pour demander à ce que ce jour-là, que l'IDP disparaisse totalement. C'est dans ce pays que nous avons vécu le 26 novembre 2011 une répression sanglante où nous avons failli laisser notre peau à l'aéroport avec le patriarche Tshisekedi Mulumba. Vous le savez, vous avez les images. Et cette répression-là, la façon là qu'on a tué et tiré au milieu des manifestants, avez-vous vécu de pareil dans ce pays? C'est dans ce pays que nous avons vu. 2016, Rossi Mukendi tombé au front, arme à main. Thérèse Kapangala, c'est tout simplement leur péché. Ils étaient tentés de revendiquer les droits d'élection. Et que le mandat était déjà épiré. Et que Kabila avait voulu s'accaparer, s'imposer par force, comme le pays lui appartenait qu'à lui seul et à sa famille. Est-ce qu'on peut prendre le bilan des régimes de mes amis en face, de notre ami compatriote Benoît Yolama et mon ami Georges Junior comparé avec ça, ça vraiment ça relève, je peux dire que de la mauvaise foi, l'outrance même d'ailleurs. C'est dans ce pays, chaque jeudi, qu'ils sont en train de vouloir imiter, pendant que ce n'est pas leur modus operandi. Car nous, on était tentés de revendiquer l'audit du service central dans ce pays. Chaque jeudi, combien de nos camarades d'élite ont été enlevés? Combien de nos camarades ont disparu par des balles de qui? Voyez-vous? Et vous avez tous les rapports. On ne peut plus y revenir. Je crois que nous sommes en train de leur donner des leçons de la démocratie. Parce que ce qu'il est en train d'insinuer ici, c'est peut-être son propre rapport. Mais ce jour-là, nous avons même... Et non pas celui de la Croix-Rouge. Je vous dis que nous n'avons pas encore, jusqu'au moment où nous... enregistré des morts. Il n'y en a pas. Très bien. Il n'y en a pas. Ça vient qu'à lui-même. Je me demande, mon frère ami, l'ami est en train de dire que Mata Tampognon, qui avait un bilan positif, parce que. Mais est-ce que mon ami peut nous dire de quel bâton magique qui peut nous révéler sur ce plateau que quelqu'un peut planter le maïs et récolter une université? Quelle est cette... En tout cas, cette magie-là. Et vous parlez de qui Mais c'est de son autorité qu'il est tenté de nous inventer sur le plateau. Madame Tampognon qui aurait... Il a un bilan positif de 4 ans. Qui aurait sémé le maïs et récolté une université. Qui aurait sémé le maïs, qui a laissé affamer le peuple congolais et qui ont mis le peuple ici dans les trous où c'était vraiment sombre pour la vie de ce pays. Alors, il est tenté de nous inventer ici que le bilan était largement positif. Monsieur Benoît Yolama, il est en train de dire que non, l'opposition à Chilombo, c'est la misère. Mais monsieur Benoît Yolama, pouvons-nous nous regarder en face, faire le bilan des 18 ans de Kabila et les 4 ans de Félix Antoine Tshisekedi dans ce pays? Il y a match, il n'y a pas match? Qui dit mieux? Mon frère, ici, dans ce pays, vous savez très bien, la disposition constitutionnelle a permis à ce que tous les enfants doivent être sur les bancs de l'école. La gratuité de l'enseignement, c'est une disposition constitutionnelle devant permettre à tout fils et fille de ce pays, mineurs d'âge, d'être sur les bancs de l'école. Benoît Yolama et mon ami en face de Mata Tampon, ils peuvent nous dire, ils nous ont laissé ces enfants-là où? Par quel chemin? Il vous reste 2 secondes. Est-ce que M. Benoît Yolama qui parle de la misère, nous avons trouvé un fonctionnaire de l'État, il est touché combien comme salaire? Est-ce que Benoît Yolama peut regarder la caméra ici, dire à la population congolaise, ils ont laissé les prévisions budgétaires à quel montant et aujourd'hui nous enteignons quel combien et des montants que nous avons? Très bien, très bien. Est-ce que Benoît Yolama peut nous dire les secrets de la tuerie de l'Est du pays? Merci beaucoup, monsieur Edouard Kabouaya. Je pense que monsieur Benoît Yolama prend note et va réagir par rapport à ça. Je reviens à vous, monsieur Jojo Mayele. Est-ce que ces forcing ne nous met pas dans une condition qui ne permette pas la crédibilité du résultat des élections?
Je suis en train de vous redire et je vais le dire encore, ne faites pas de l'opposition une cinquième institution. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique où les trains en marche. Moi, je pense que dans cette dynamique-là, il faudrait seulement respecter ce qui est prescrit et puis il faudrait respecter les phases du processus électoral. Je pense que c'est dans cette allure que nous sommes en train de faire les choses. Vous savez, toute société a ses principes. Alors, il ne faudrait pas aller hors principe parce que si nous allons hors principe, je pense que nous allons dévier vers la jungle. Même dans la jungle, lorsque nous allons, on va vous dire qu'il y a un lion qu'on appelle le roi de la forêt. Je pense que c'est dans cette allure-là que nous devons faire les choses. Puis nous sommes là où les hommes sont. Là où les hommes sont, il y a des lois qui sont. Là où les hommes sont, il y a des institutions. Donc toutes les personnes, si aujourd'hui on doit faire quelque chose, je pense que je ne refuse pas l'opposition des marchés, d'apporter les propositions qu'ils veulent, mais il suffirait seulement qu'ils ne baignent pas à contre-courant. Il faudrait qu'ils soient à courant. C'est que voilà ce que la République dit sur base des lois, voilà la manière dont nous devons nous comporter. Monsieur Lama, lorsqu'il parle des revendications exactement, lorsque nous avons abordé le premier sujet, nous avons parlé des sitting, mais moi j'ai fait une étude des contenus sur les différentes revendications. C'est par là que j'ai embrassé le chemin de la loi électorale et puis de la loi organique portant organisation de la CENI. Mais ici, vous embrassez encore une revendication qui est, à mon humble avis, qui est désorientée. Parce que lorsque vous dites qu'on doit revoir ou restructurer la Cour constitutionnelle, alors lorsque nous sommes en train de lire l'article 158, nous allons voir que la Cour constitutionnelle a pour modalité cet article-là. La manière dont la Cour constitutionnelle se constitue revient à l'article 158. Nous avons un avocat sur ce plateau. Non, qui puisse lire. C'est sous le contrôle de... Non, qui lise. Prenons la Constitution. Aujourd'hui, la Constitution est électronique. Très bien. On vous dit que l'article 158 donne les modalités dans lesquelles la Cour constitutionnelle doit se constituer. Alors, dans une dynamique qui est démocratique, si aujourd'hui nous voulons restructurer la Cour constitutionnelle, c'est quelle démarche que nous allons emprunter? Vu que notre Constitution est si rigide, c'est quelle démarche que nous allons emprunter? C'est une démarche qui serait constitutionnelle. Il faudrait réviser la Cour, il faudrait réviser cet article-là. Et réviser cet article-là, on parle dans quelle démarche? On parle dans la démarche de l'article 119, non? Ou lorsqu'il faudra appeler les parlements qui siègent en congrès, on initie la démarche de la révision. À moins qu'on me dise qu'il y a une autre démarche qu'on utilise... Un peu beaucoup plus souple. Non, nous avons une constitution rigide. Je pense que je suis face à un théoricien, un praticien du droit. Voilà. C'est ce que je la rigidité de la Constitution et sa souplesse. Oui. Non, notre Constitution elle est rigide. Elle n'a pas les mêmes. Elle ne donne pas le même mécanisme de sa propre révision. Exactement. Alors, je pense que dans cette allure-là, aujourd'hui, ils nous ouvrent encore les brèches pour dire que le Parlement à 8 mois ou je crois, nous sommes à 6 ou à 7 mois des élections. Le Parlement doit siéger en congrès. Merci beaucoup. Parce qu'ici, on siège en congrès. On doit dépenser de l'argent. Merci beaucoup pour cette disposition. Je pense que nous irons au congrès et que le Parlement va siéger pour réviser cet article-là. Alors, moi, je pense que dans cette, il vous reste quelques poussières cette dimension où nous sommes en train de partir, moi, je suis en train de féliciter les gouvernements en place parce que ils sont là comme arbitres, en train de soutenir la CENI. Vous avez vu récemment, il y a eu une rencontre entre M. Kadima et le Premier ministre pour que le Premier ministre prenne la température des démarches effectuées par la CENI. Je pense que nous sommes dans une dynamique qui est normale. Les opposants veulent faire des choses, ils veulent en fait faire des événements qui sont, excusez-moi pour la tautologie, non-événements. Aujourd'hui, ils veulent passer en spectacle. Aujourd'hui, la meilleure chose à faire, c'est que il faudrait se préparer en interne. Il faudrait se préparer pour les élections. Il faudrait se préparer de nos appareils politiques. C'est que quels sont les mécanismes à adopter pour gagner les élections. Je pense que nous sommes au nombre de 4, mais j'ai dit, lorsque nous parlons du processus électoral, faisons 4-3, parce que le PPRD n'ira pas aux élections. Donc c'est dans cette dynamique-là que nous sommes en train... Très bien. Merci beaucoup, M. Didio Maele. Je vous redonne 2 minutes, M. Benoît Ulama, M. Georges Junior Iboula, on doit passer à notre deuxième sujet. Si le casting au niveau de la CENI est refait, est-ce que vous irez aux élections? Monsieur Benoît Ulama. Bon, ce n'est pas... ça ne sera jamais une donation du pouvoir. Ce sera un acte issu des combats. S'il faut que nous mettions
toute notre intelligence pour que le pouvoir revienne à la raison, nous allons en tout cas exercer ces droits démocratiques. Et si la CENI est restructurée selon les dispositions de la loi électorale elle-même, et voire même la loi organique, s'il faut retoucher à cela, nous allons nous engager dans le processus électoral d'une manière tout à fait légale. Et notre parti, et notre regroupement politique, certainement donnera un point de vue qui sera officiel, connu et dont peut-être personnellement vous serez associé à y assister. Alors, par rapport à ce qui a été avancé, encore j'entends beaucoup d'histoires. On laisse les débats, on entre dans la constitution rigide et la constitution souple. Et lorsqu'on parle de la constitution souple et de la constitution rigide, nous sommes dans un débat purement constitutionnel qui parle de la révision d'une constitution. Ouais. Dans quelles conditions on peut réviser une constitution? Tout à fait. Et peut-être pour son information, lorsqu'on parle de la souplesse et de la rigidité de la constitution, dans certains pays, puisque nous avons une dynamique qui est purement française, la révision totale a une seule conséquence, c'est le passage par référendum pour arriver à changer la constitution. Mais lorsque vous prenez l'école suisse, dont certains sont issus, en Suisse, sans pour autant passer par un référendum, les Suisses changent totalement la constitution. Et plusieurs dispositions sont reformulées et acceptées comme telles en Suisse. Et là, s'il a besoin de lire, qu'il lise l'Inanition de la Nation du professeur Évariste Beauchab, qu'il lise aussi Lobader, un grand professeur du droit public français qui a écrit 10 tomes. Et Lobader a étalé plusieurs notions sur la question, un grand doctrinaire. Et s'il veut recourir à ça, c'est très simple. Et peut-être aller voir les cours de Julie, c'est certains cours qui ont été enseignés ici, bien que ce n'est pas très volumineux. Il vous reste quelques secondes de poussière. Sur le comportement de l'UDPS, on parle de la gratuité de l'école, ça n'a jamais fait partie des options politiques de M. Tshilombo. Et sur Top Congo, il avait affirmé qu'il n'avait pas un programme pour gérer le Congo. Tout ce que vous entendez, 145 territoires et 100 jours, c'est les programmes qui ont été laissés par l'ancien pouvoir. Mais lorsqu'on ne l'a pas conçu, on n'est que dans les tontonnements. Tout ce que fait M. Tshilombo et son équipe, c'est les tontonnements du début à la fin. Et on ne respecte pas la loi. Et là où encore le jeune frère est en train de pécher, lorsqu'on t'invite comme spécialiste sur un plateau, la moindre des choses que tu peux faire, c'est de dégager une petite dose d'objectivité. Très bien. Et de parcourir les notes, si tu t'attaches à la sociologie politique, au cours des sciences politiques, qu'elle utilise d'abord avant d'être sur le plateau. Et que tu comprennes qu'est-ce que tu vas dire. Dire que tu ne crois pas l'opposition. Mais l'expérience électorale, nous l'avons. C'est nous qui avons l'expérience électorale. UDPS, il n'en a pas. Et tu vas dire à l'opinion publique que c'est le gouvernant qui comprend mieux la démarche. Mais lorsqu'on amène des gens qui n'ont pas été envoyés par l'opposition à la CENI, et il y a une contestation, qu'est-ce qu'on doit faire en droit? Quelle est la conséquence de ce qu'ils sont en train de faire? Nous ne voulons pas que demain nous tombions dans la violence. Très bien. Puisque veuillez chuter, s'il vous plaît. La contestation électorale est aujourd'hui mondiale. Mais nous ne voulons pas que la contestation vienne encore mettre encore de la violence dans la violence que nous vivons aujourd'hui. Mais puisque mon compatriote de l'UDPS se demande, voudrait comprendre, il devient deuxième journaliste sur le plateau, il voudrait comprendre sur ce qui se passe sur la violence à l'est du pays. Et je suis très à l'aise. Kabila a pris le pouvoir. Il avait trouvé un pays divisé. Il a accepté de dialoguer. On a réunifié le Congo. Il y a eu plusieurs conséquences, à la fois économiques et financières, mais au moins il a réussi à réunifier le Congo. Kabila vous donne le pays sur un plateau d'or. Il vous donne le pays avec les 145 administrateurs des territoires. Au moment où nous parlons, il y a des territoires où il n'y a plus d'administrateurs, qui ont été nommés par son chef. Mais nous avions laissé ces administrateurs. Son chef part à Kigali. Il négocie avec son frère Kagame. Il observe même la main, mon frère Kagame. Et ils vont négocier des accords. Les accords ont fait que nous ayons pendant 2 ans, Souka Konde, vice-premier ministre de votre parti politique l'UDPS, on les a gardés dans un hôtel ici à Kinshasa et on demandera à l'État congolais de leur payer 2 900
$1000 pour qu'ils répartent les frais, sans mettre tout ce qu'ils ont consommé, tout ce qu'ils avaient eu comme avantage. Des lettres existaient. Il y a une correspondance qui existe officiellement. Et c'est si une vous réponse. ne savez pas ça. C'est une réponse par rapport à sa question. Très bien. Alors, un autre élément. Lorsque Kabila a lancé le pays, Kabila n'a pas laissé Goma sous la menace du M23. Cette histoire était déjà close depuis 2013. On n'en parle plus. Puisque Fema Madundala, le général Baouma et le général Olenga, le 3, ont eu à faire des démarches d'une haute stratégie militaire qui ont fait que nous avons défait le M23. Veuillez chiter. Le M23 n'existait plus. Très bien. C'est lui qui est parti ressusciter. C'est son frère, c'est son chef qui doit expliquer à l'opinion publique congolaise. Merci beaucoup. Comment Kabila voulait un pays pratiquement sous l'autorité de l'État, mais vous voulez aujourd'hui commencer à justifier, comme d'habitude, que bon, on a fait ceci, on a fait cela. Merci beaucoup, M. Benoît. On va. Je voudrais terminer. Oui. Chitez, s'il vous plaît. Dans la vie, le plus grand tort, c'est celui de ne jamais écouter les autres. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Le renseignement militaire que vous utilisez aujourd'hui, pour aller enlever des gens à l'aéroport, pour aller enlever, et vous suivez aussi des vidéos, je crois, de Pérou. Il y a eu 2 morts à l'année, ou 4 qu'on a cités à l'année. Des noms sont donnés. Même un avocat. Vous n'en parlerez peut-être jamais. Très bien. Au niveau de la police provinciale, il y a eu la mort d'un certain, si c'est Poutou Koma. Ici, tout ça, il faut mettre sur la tête de M. Chilou. Comme vous le faites pour les autres cas, vous l'aviez fait sur les autres cas, sur la personne du président Kabila. Et tous ceux qui sont décédés, les enfants qui sont tombés vers Beni pour avoir revendiqué la sécurité qui est un droit naturel. Ces enfants sont morts. Après, votre chef avait justifié, on les a envoyés, on les avait manipulés. Merci beaucoup, M. Georges. En Chine, faire le tourisme d'État. Merci, non, on va y arriver. Non, on va y arriver. Ça, c'est la dernière parole. Ok, on va y arriver. Après, il va dire, c'est une police qu'on m'a laissé. Nous allons parler de la Chine. Pendant que l'État Kinshasa, très bien. Il a dit que c'est une politique professionnelle. Merci beaucoup. M. Georges Junior Iboula. De mon jeune frère, je vous donne la parole. Je vous donne la parole. Il a encore un poste à Kinshasa. Voilà le régime. S'il vous plaît. Benoît Lama, s'il vous plaît. Organiser le parti à Angola. S'il vous plaît. Merci. Monsieur Georges Junior, vous avez la parole. Je suis très mal à l'aise. Ça, c'est une pointe à M. Edouard Bokaboya. Je disais tantôt que je suis très mal à l'aise lorsqu'on évoque des notions de droit à tort et à travers. Je ne veux pas revenir sur ce qu'a dit le doyen Benoît ici sur ces plateaux, mais je vais quand même aider mon co-débatteur à comprendre une chose. Vous avez 3 minutes. J'espère que vous allez me protéger par rapport à l'usage de temps comme tous les co-débatteurs. Oui, voilà. 3 minutes. Alors, j'étais en train de dire ceci. Je vais aider mon co-débatteur à comprendre certaines notions élémentaires du droit. Les gouvernements ne légifèrent pas. Parce que ce débat est suivi aussi par les étudiants. Alors nous devons les aider pour ne pas trouver demain à la tête du pays des gens qui ont du mal à comprendre le fonctionnement de l'État. Et nous qui avons la chance, on doit quand même aider ceux qui sont restés à la maison et qui nous suivent. Les gouvernements ne légifèrent pas parce que la fonction législative ne revient qu'au seul organe parlement. Mais par contre, où je vais vous aider, vous pouvez retenir, le gouvernement a une fonction normative. C'est au travers de celle-ci qu'il y a ce qu'on appelle les actes ayant force de loi. Par exemple, une ordonnance loi. N'est-ce pas? C'est à travers cette fonction qu'il y a ce qu'on appelle des décrets. N'est-ce pas? Et pour aller plus loin, une proposition de loi. Un projet de loi, pardon, parce que la proposition vient de parlementaires. Un projet de loi. Donc ça, c'est à retenir. Le gouvernement n'a pas une fonction législative, mais plutôt une fonction normative. On peut évoluer. Revenons, Très bien. Revenons maintenant par rapport à ce qu'on La parenthèse académique. Évoluons. De Matata. Vous savez, dans ces pays, on était habitué, quand des gens ont eu à exercer des fonctions étatiques à un certain niveau,
Quand vous posez la question, il a quoi? Il a une seule maison dans la capitale et puis l'argent se trouve où? En Suisse. Pour une première dans notre histoire, un premier ministre a construit une université, n'est-ce pas? A construit une université. Maintenant, par jalousie, certains se disent on a planté le maïs pour récolter l'université. Non, c'est faux. C'est très faux. On voulait comprendre par quelle magie. Le maïs était planté à Bukangalonzo. Avant le départ de Kabila, il y avait des cantines dans la capitale ici. À moins que l'on me dise qu'il n'était pas en son temps dans la capitale. Mais il y avait des cantines ici et là où les gens partaient acheter le maïs de Bukangalonzo. On ne vendait pas les fiches d'inscription à l'université dans ces cantines. Ok. C'est du maïs qu'on vendait et à prix abordable. Sous Matata, le prix d'un sac du maïs revenait à combien? N'oubliez pas, il y a un élément capital ici. Au pouvoir aujourd'hui, c'est un parti socialiste. Le sac de maïs revient à combien? Nous avons un parti socialiste au pouvoir. Le dollar aujourd'hui, le taux c'est à combien? Nous avons un parti socialiste au pouvoir, le transport. Je vous apprends, monsieur Henri. Très bien. En venant ici, j'étais sur Mandela pour arriver ici. Je dis payer 3000 francs congolais pour prendre la moto. 3000 francs congolais de Mandela jusqu'au niveau de la science ici. Nous avons un gouvernement socialiste. Les Congolais ont des sérieux problèmes sur le plan de sécurité. Il y a une forte recrudescence des bandits. Une forte recrudescence des enfants en conflit avec la loi. C'est ce que vous appelez communément ici des Koulouna. Pendant qu'au sommet de l'État, on a un gouvernement socialiste. On veut parler du bilan de Matata ici. Nous sommes très à l'aise. On va rencontrer vos préoccupations. On dit que parler de Matata ici, c'est jeter de l'opprobre. Mais jeter de l'opprobre à la population, celui qui jette l'opprobre à ces populations-là, c'est celui qui récompense tout cela qu'on nous a montré à la télé, qui ont détourné les deniers publics. Le fait sont là, des gens qui ont détourné de deniers publics pour un pays dont l'économie est extravertie, avec de sérieux problèmes de budget. Des gens se donnent le luxe de détourner, et puis plus tard, après un procès, je dirais spectaculaire, on nous ramène ces mêmes personnes, on leur donne des postes de responsabilité. C'est ça, jeter de l'opprobre sur la population. Merci beaucoup. S'il vous plaît, votre compteur est vidé. S'il vous plaît, je vais tout simplement dire ici que le spectacle que nous offre le gouvernement socialiste à la congolaise est désolant. Très bien, merci. C'est désolant et le peuple va sanctionner. Sinon, si vous voulez construire des universités, allez construire des universités. Le maïs était planté à Bukangalonzo, il a été livré à Kinshasa. L'université a été construite dans le standard internationaux au maniement. Ça n'empêche pas que d'autres premiers ministres construisent aussi dans leur village. C'est une démarche que vous devriez louer en principe. Je veux chuter en disant ceci. Très bien, chutez s'il vous plaît. Jeter de l'opprobre à la population, tout simplement, c'est le fait de promettre à cette population que vous allez la sécuriser et après, on vous voit en amitié avec les bourreaux de cette même population. C'était sur votre plateau que je m'étais opposé à l'avènement de forces de la sous-région. Très bien. Pourquoi je l'ai dit en son temps? Parce que cette force était composée de qui? Des Burundais, des Ougandais. Et à une certaine mesure, même des Rwandais ont failli faire partie de cette force. Mais les Ougandais et les Rwandais ne sont pas ceux-là qui ont tué les gens pendant la guerre des 6 jours à Kisangani. Donc vous amenez aux mêmes populations leurs bourreaux d'hier. Des gens qui ont violé, permettez-moi le terme, nos soeurs et nos mamans à l'Est, vous les amenez pour nous donner de la paix encore? Non. Non, nous disons tout simplement que c'est lui qui jette de l'opprobre ici la population. C'est celui qui est incapable de sécuriser cette population, alors que cette population lui a accordé totalement sa confiance. Très bien. C'est lui qui a appelé le bourreau de cette population son frère, alors que ce bourreau passe son temps à torpiller ce même pays. Merci beaucoup. C'est lui qui jette l'opprobre à cette population. C'est lui qui récompense ceux qui détournent les deniers publics. Merci, monsieur Georges Junior Iboula. On n'a pas de leçons à recevoir à l'UDPS. Un parti socialiste, mais dont la situation sociale, par sa gestion est calamiteuse. Le spectacle est très désolant. Merci beaucoup, monsieur Georges Junior. On va passer à un autre sujet, presque les derniers. Il nous reste moins de 15 minutes. Je vais prendre vos avis de façon rapide. On va parler de ces contrats chinois dits contrats du siècle. Contrats qui consistaient, n'est-ce pas, depuis 2008 à échanger
le service en tant que ressource avec la Chine, échange des ressources contre construction des infrastructures. Mais il est démontré actuellement que la RDC est la plus grande partie qui a beaucoup plus perdu. Et on va suivre cet élément que nous propose Hilaire Nyoka. Vendredi 26 mai 2023, journée inoubliable qui constitue le point d'orgue de la première visite d'État du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en Chine. Sous un décor dominé par le rouge, couleur principale du drapeau chinois, le président Xi Jinping apparaît sur l'esplanade accompagné de son épouse. Vint enfin le cortège de son hôte de marque, soigneusement escorté. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, enfin devant son homologue Xi Jinping, les instants de chaleureuses salutations accompagnés de leurs épouses respectives. Les hymnes nationaux chinois et congolais retentissent sous le son percutant des 21 traditionnels coups de canon, suivis du passage des troupes en revue, des moments teintés d'une solennité sans pareille. La rencontre bilatérale tant attendue entre les deux chefs d'État se tient quelques minutes plus tard, une importante rencontre qui marque un tournant décisif dans l'histoire des relations sino-congolaises. Des relations qui aboutiront prochainement à la redynamisation d'un partenariat équilibré d'État à État. Au cours de ce premier face-à-face, le président Xi Jinping a dit sa solidarité au peuple victime des inondations à Calais dans l'est de la RDC et promet une aide humanitaire d'1 million de dollars pour assister les victimes de ces désastres. Au chapitre des accords, la République démocratique du Congo en rafle 5 au total. Le premier porte sur l'investissement dans les ressources et la coopération écologique. Le second est un protocole d'entente sur l'échange et la coopération en matière d'information et de la communication. Le troisième concerne le commerce et la coopération en matière d'économie numérique. Et le quatrième accord s'articule autour du financement et de la promotion du développement écologique. Enfin, la dernière signature est un accord de coopération entre la radio-télévision nationale congolaise et la chaîne nationale chinoise. Beaucoup Hilaire Nyoka. Là, on parlait de la visite du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo en Chine, où il a rencontré son homologue. Et cette visite soulève beaucoup de tensions au sein de la population. Et dans les garnisons politiques, les gens s'interrogent sur ce qu'est devenu le contrat du siècle avec les entreprises chinoises sur la construction de, jusqu'à aujourd'hui, non construits, 100 000 logements, 31 hôpitaux non construits, des universités non construites, des barrages non réalisés. Et dans un rapport de l'IGF, on constate qu'il y a eu une surfacturation de 1 à 3% des travaux non financés sur une promesse de 3 milliards de dollars. Les entreprises chinoises n'ont exécuté que 822 milliards de réalisations, ce qui dénote, n'est-ce pas, un grand... C'est qu'on peut qualifier aujourd'hui de mafia par rapport à ces contrats du siècle. Alors, je vous redonne la parole, monsieur Edouard Kabouayi. Est-ce qu'on ne pouvait pas assister à une renégociation de ces contrats chinois, 10 contrats du siècle? Oui, bon, avant, à l'entame d'ailleurs... Vous avez 4 minutes parce qu'on va bientôt chuter. 4 minutes pour réagir. Mon ami. Très bien. Et je crois que... Vous avez 4 minutes. Mon frère Benoît Yolama, il connaît beaucoup par rapport à ce qui lui est entré de la réunification. Pendant que il connaît ce qu'ils nous ont laissé avec la tuerie et le massacre de Kamina Sapon. Ok. Vous comprenez? Très bien. Donc quand il nous dit ça, je crois que les peuples kassaïens et les autres, ils sont tentés de lui regarder en face
demandant qu'un jour, la vengeance sera toujours de Dieu lui-même. Donc Kabila n'a rien réunifié de ce pays. Par contre, il a divisé le Congolais, il a créé des fois des tensions, et cette gangrène même, de tribalisme, nous sommes en train aujourd'hui d'écrire avec vous. Ce sont eux qui nous ont mené cette histoire avec tout était katangaïsé, tout ça. Alors, c'est-à-dire que c'est un peu dans ce sens-là. Donc, Benoît Yolam ne peut pas dire cette histoire-là. Nous connaissons très très bien l'histoire. D'ailleurs, lui, on connaît encore beaucoup plus de ce qui a été comme leur modus operandi pour mettre ce pays en chaos. Il le connaît. Très bien. Mon frère de Matata, bon, peut-être ça doit être que du courage. Hein. Ça doit être que du courage. Comment ça, du courage? Mais non pas, comment dirais-je, avec conscience d'un homme même de la science. Quand je l'attends comme ça parler. Parce que quand monsieur est en train de dire sur ces gestions-là, mais vous savez le dossier qui a fait Matata opposant. Je crois que si ce dossier-là n'était pas sur la table des juges, Matata ne devrait pas devenir opposant. Il est devenu opposant parce qu'il a des comptes à rendre avec la justice. Très bien. Il peut nous regarder en face, nous dire plus de 200 millions de dollars détournés sur ce projet agro-pastoral, agroalimentaire, Bukangalonzo, etc. Ils ont caché ça où? Quand il est en train de parler de cantines, est-ce quand on parlait de cantines, je prends d'ailleurs même l'exemple des musées. Quand il avait implanté cette histoire de cantines populaires, et vous savez que la population était vraiment totalement contente par rapport à tout ce qui s'est passé. Mais quelques cas isolés, alors mon frère est en train de s'inventer sur le plateau. Et de deux, monsieur, il peut nous regarder, nous dire, l'argent des 1000 écoles qui a été destiné à sa disposition pour que nous ayons 1000 écoles construites dans ce pays, ça c'était l'argent des trésors publics. Matata a mis cet argent-là où? Il faut rester 2 minutes. Il peut nous dire cela. Alors, qu'on n'a pas même pas pour les hôpitaux. Ouais. Bon, revenons d'abord sur cette histoire de la renégociation du contrat chinois. De ce contrat du siècle. Ouais. Mais c'est encore un motif pour que le peuple comprenne que nous, on n'en avait pas de régime, on n'en avait pas des autorités, on n'avait pas de dirigeants, on n'avait que deux pierres de ce pays, on avait des gens qui étaient venus en âme et conscience pour détruire totalement ce pays. Mon frère, même vous-même quand vous attendez sur d'autres ondes parler de l'argent qui a été volatilisé, d'ailleurs vous le savez pourquoi, parce que c'est un contrat cette fois-là qui a été signé entre les individus. Donc l'État chinois avec les individus. Mais cette fois-ci, c'est un contrat renégocié entre gouvernement et gouvernement, État et l'autre État. Voyez-vous. Et comme vous êtes en train de faire même tout ce que les gens ont décrié, laissez-moi regarder d'abord cette histoire pour que nous puissions actualiser très, très bien notre population. Nous sommes en 2008. L'État chinois a amené ses capitaux pour investir dans ce pays. En contrepartie, l'exportation des cobaltes et de notre cuivre. En promesse par rapport à les mémorandums d'entente, nous devons construire, laissez-moi jeter les ici, 5000 logements sociaux, 31 hôpitaux, 2 barrages hydroélectriques, 2 universités modernes, des aéroports, 3656 km de routes bitumen. Mais quand vous arrivez maintenant à la matérialisation de ces 10 contrats léonais, vous avez aussi oublié les aéroports qui doivent être... Effectivement, dans la réalisation, c'est 0,000. Très bien, mais veuillez chuter. Et nous trouvons toujours seulement, avec ces 3656 km de routes bitumen, c'est 536 km tout simplement. Votre conclusion, s'il vous plaît. 10 milliards de dollars qui étaient comme capital à investir pour donner une vie meilleure à ce peuple qui mérite d'abord d'en avoir par rapport à nos ressources que nous avons. Non, c'est cet argent qui est entré dans les poches des gens. Veuillez conclure, monsieur Edouard. Veuillez conclure, s'il vous plaît. Ici, c'est pour dire quoi? La population, d'abord, nous devons dire merci à des chefs. L'inspection générale des finances, qui a joué sa partition pour nous montrer
À quelle échelle le vol, le détournement, la corruption, la conquison, la gabegie financière a été dans les poches de mes amis ici en face. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. C'est ici que nous lançons aussi l'appel à ce peuple d'être derrière les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Merci. L'homme qui se bat pour donner à ce peuple à ce qu'il mérite. Parce que ces ressources-là, c'est au dividende de tout celui qui est fils et fille de ce pays. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Edouard. Monsieur Jojo Mayele, votre conclusion, s'il vous plaît, par rapport à notre deuxième sujet, à l'ensemble de l'émission. Je vais commencer à introduire par un mot l'arnaque du siècle, l'escroquerie du siècle, parce que je prends des aéroports. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. 2008, 2023, ça fait 15 ans. 15 ans divisé par 2. 15, ça nous fait 7,6 mois. Donc 7,6 mois, ça signifie qu'un aéroport devait prendre jusqu'à ces instants 7,6 mois pour la construction, 7,6 mois pour la construction, 7 ans et 6 mois pour la construction, c'était 6 mois. Je pense que nous sommes face à l'histoire. Très bien. Je pense que nous sommes face à l'histoire. Alors, j'aime bien mon ami, mon frère de Matata Pogno. Je pense que dans... Monsieur Iboula. Voilà, dans mes vocabulaires, lorsque je parlais, j'ai dit le Parlement a un pouvoir ou une mission de légiférer qui est traditionnel. Je pense que quand je parle du traditionnel, vous n'êtes pas dérouté. Ce qui est traditionnel, c'est ce qui est originel, c'est ce qui lui revient de droit. Alors quand je parle du gouvernement, j'ai dit il légifère, mais par circonstance. Exactement, légifère par circonstance. C'est ce que j'ai dit, peut-être vous m'aviez pas entendu. Très bien. Alors, Kouloutou, je vous aime beaucoup encore. Mais lorsque vous parlez du M23, excusez-moi de faire appel à un nécromancien ici. On va faire appel à un nécromancien pour ressusciter ou invoquer l'esprit de Mamadou Ndala pour connaître dans quel contexte Mamadou Ndala a défait les M23. L'histoire nous apprend que je ne sais pas si c'est moi ou soit vous ne voulez pas le dire. L'histoire nous apprend que Mamadou Ndala ne voulait pas exécuter les ordres de Kinshasa. À un moment, lorsqu'ils ont mis les M23 dehors, Kinshasa a appelé, Kinshasa a dit à Mamadou Ndala de s'arrêter. Mamadou Ndala a refusé d'obtempérer à l'ordre de Kinshasa. Et qu'il aurait éteint son téléphone. C'est même la causalité de la mort de Mamadou Ndala. Parce que si vous suivez les faits qui ont mené à la mort de Mamadou Ndala, vous direz que la zone contrôlée par les FARDC, c'est la zone où Mamadou Ndala a été tué. Il vous reste 2 minutes, s'il vous plaît. Vous voulez, je sais que vous avez cette prééminence-là de commencer la politique avant nous, mais vous ne pouvez pas nous mentir quand même. Alors, je pense que lorsqu'on parle encore de la question de M. Kabila qui a réunifié le pays, là encore vous êtes en train de masquer l'histoire. Hein. Vous êtes en train de maquiller l'histoire à la PPRD ou FCC. Je sais, l'histoire que nous apprenons, c'est que depuis la guerre, lorsque la guerre a commencé le 2 août 1998, au mois de septembre, on a commencé avec un processus de dialogue, avec les sommets de Windhoek. Après Windhoek, il y a eu Victoria Fall, 1 et 2. Et puis nous sommes partis à Sirte. Après Sirte, en 1999, au mois de juillet, nous sommes partis à Lusaka. Et l'accord de Lusaka préfigurait déjà un dialogue intercongolais en 1999, mais ce Kabila n'y était pas encore. Donc je ne pense pas qu'aujourd'hui, Kabila, c'est la personne qui a réunifié les pays. Veuillez conclure, s'il vous plaît. Veuillez chuter. Conclusion. J'aime bien sa démarche. Lorsque nous parlons du droit constitutionnel, il a fait encore une litanie des auteurs. Mais j'aurais voulu que vous puissiez me contredire, me rencontrer dans l'allée où moi j'ai dit, s'il faudrait aujourd'hui restructurer la Cour constitutionnelle, il faudrait partir par une démarche de la révision constitutionnelle. Là, il ne m'a pas rencontré. Il ne m'a pas rencontré. La démarche de la révision de la Cour constitutionnelle signifierait quoi? Signifierait qu'il faudrait refuser la disposition qui fait qu'il y ait 3 magistrats qui viennent du président de la République, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil et du Parlement. C'est cette disposition-là qu'il faut réviser. Merci beaucoup. La Constitution peut être révisée. Généralement, quand on change de Constitution, nous partons dans une autre République. La Constitution aussi peut être révisée partiellement par ces dispositions. Merci. Merci beaucoup. Merci Jojo Mayele. Parlons du contrat sino-congolais. Je pense qu'aujourd'hui, la Chine et le Congo sont des pays qui ont des éléments communs. La Chine est un pays vaste, le Congo est un pays vaste. La Chine est un pays fort démographiquement, le Congo est un pays fort démographiquement. Le Congo aujourd'hui est un élément important dans le puzzle mondial. La Chine aujourd'hui est un élément
important dans les dispositifs mondiaux. Très bien. Alors, une coopération entre personnes du droit public international, qu'on appelle les États directs, c'est une coopération qui est bénéfique. Parce que la coopération de 2008, vous allez comprendre, c'est ce qu'on appelle les PPP, partenariats privé-public. Alors, dans ces partenariats privé-public, je pense que la sélection qualitative du privé, qui furent, je mets même au pluriel, qui furent des entreprises chinoises, c'était une sélection non qualitative. Et nous avions vu, je vous ai fait seulement une qualité des aéroports. Je pense que nous bénéficierons du même timing. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On devra... Non, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je dois vous arrêter par ici. Merci. On a compris. On va construire des Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a compris. S'il vous plaît, on a compris. Je donne la parole, monsieur Georges Iboula. Veuillez conclure. Vous avez 4 minutes. Voilà. Vous comprendrez que mon aîné, M. Kaboya, est très mal à l'aise lorsque l'on a donné ici les bilans Matata et on a vidé la question de l'université et du maïs dans toute sa substance. Quand bien même à l'air-tour, le maïs serait venu ici par voie d'avion après une délégation officielle. Nous avons 80 millions de terres arables dans ces pays. Le maïs qui ne prend que 3 mois pour sa production, mais on a vu 15 ministres avec ordre de mission aller chercher le maïs. Non, mais quelle humiliation! Le spectacle est très désolant. J'ai trouvé mon aîné Kaboya très découragé pendant sa conclusion. Vous savez pourquoi? Parce qu'en face, il n'y a pas d'argument. Je dis toujours, le seul péché du Congo, c'est de laisser l'intelligence partir en vacances. L'intelligence ne devrait jamais aller en vacances. Non, mais il apprécie votre niveau d'intellectualisme, mais il déplore que vous êtes courageux. Prenez les contrats chinois. Avant de débattre sur la question du contrat chinois, il faut connaître la nature juridique du contrat chinois. On parle ici du contrat léonais. Nous sommes juristes, posez-nous la question. Vous avez la chance, l'avantage de nous avoir sur ces plateaux. Le contrat chinois, c'est un contrat entre l'État congolais et un groupe d'entreprises chinois, des entrepreneurs privés. N'est-ce pas? Ce n'est pas un contrat qu'on donnerait l'aspect d'un accord comme en droit international. Parce qu'il y a un principe en droit international qui voudrait que, pour que l'on parle d'un accord ou de traités, il faudrait que ce soit des sujets du droit international. Lesquels sujets sont les États ou les organisations internationales, ce qui n'est pas le cas ici. Alors je vous donne la nature de ces contrats chinois. Et je vais vous prouver qu'on ne peut pas parler ici que c'est un contrat léonais. Ici nous sommes en face d'une combinaison d'une sorte de contrat d'investissement et un contrat de prêt. Si vous voulez comprendre cela, il faut faire recours au Code congolais des investissements. Qu'est-ce qu'un investissement étranger direct? On considère l'investissement étranger direct lorsque, dans les investissements d'une entreprise, n'est-ce pas, 10% de capital est détenu par les étrangers. Là, on parle des investissements privés, les investissements étrangers directs. Ce qui est le cas avec les contrats chinois, puisque ces groupes d'entreprises chinoises avaient 68% dans ces contrats. N'est-ce pas? 62 et l'État congolais 38 si ma mémoire est bonne. Très bien. Contrat de prêt. Quand vous lisez les 3 périodes de la répartition de bénéfices, la première période, je vais vous lire, si vous permettez. Il vous reste 2 minutes. Hein. Je vais conclure. On dit, le bénéfice réalisé lors de la première période seront totalement affectés au remboursement complet des investissements miniers, y compris au paiement de leurs intérêts du groupement des entreprises chinoises dans le développement du projet minier. Conclusion. C'est-à-dire, on doit rembourser. Il y a un contrat de prêt, n'est-ce pas? Alors, pour conclure par rapport à la nature, nous sommes en face tout simplement d'un contrat international. Et ça relève du droit de commerce international. Très bien. Alors, par rapport à la renégociation, puisque personne n'a répondu à la question, par rapport à la renégociation, pourquoi on doit renégocier les contrats? Justement parce que quand vous lisez au niveau de la répartition de bénéfices, c'est là qu'il y a un problème. Quand on dit
les bénéfices seront répartis en 3 périodes. La première période, je venais de lire tantôt, les bénéfices réalisés lors de la première période seront totalement affectés, n'est-ce pas, au remboursement de ces prêts-là. Deuxième période, 66% de bénéfices réalisés lors de la deuxième période seront affectés au remboursement des investissements de la première tranche des infrastructures et au paiement de leurs intérêts annuels. Et troisième période, le bénéfice réalisé lors de la troisième période seront totalement distribués aux actionnaires au prorata de leur part dans le capital social. Chutez vraiment, vous avez vu de votre timing. Comme Kaboya parle de contrat léonin, quand est-ce qu'il y a contrat léonin? La qualification léonine vient lorsque 2 parties au contrat, l'une d'entre elles est totalement privée du bénéfice, soit que le bénéfice est partagé entre les 2 parties, mais seulement l'une des parties ne contribue pas aux pertes. Très bien. C'est là on parle de contrat. S'il vous plaît, c'est très important. Ouais, on peut donner la qualification léonine. Mais par contre, on ne dit pas que le Congo n'est pas lésé. Quand on revient au niveau de la première période de la répartition de bénéfices, c'est justement là que le bas blesse. Et là, j'en profite maintenant pour dire aux spécialistes que l'État engage pour aller négocier ce genre de contrats. Sachez que vous êtes en train de léguer un pays à problème aux générations à venir. Nos grands-parents ont lutté pour nous remettre un pays indépendant avec une économie stable. Mais nos papas sont en train de nous léguer quel genre de pays? Un pays à problème. Merci donc, beaucoup. À ce niveau-là, on peut plus se parler d'une lésion. Parce qu'il y a quoi? Il y a un préjudice pécuniaire au niveau de la RDC par rapport à la répartition au niveau de la première période. Et la démarche à suivre sur le plan des droits, c'est quoi? J'aimerais souligner un fait ici. Dans ce genre de contrat, il y a ce qu'on appelle une clause compromissoire. C'est-à-dire à l'avance, dans les conventions, vous dites en cas de différends à venir, voilà la démarche qui devrait être suivie. Ces litiges. C'est le cas ici. Ici, on parle de la CIRDI, la Convention internationale des règlements des différends relatifs aux investissements. Sauf que là-bas, on ne peut pas aller avec cette prétention, ni des contrats léonins, ni des lésions. Parce que, conformément aux prescrits de cette convention, la CIRDI ne peut pas connaître cette affaire tout simplement pour cause de lésions. Parce qu'on ne considère pas une lésion comme étant une dispute. On considère ça comme un conflit d'intérêts entre les parties. Merci beaucoup, M. Georges. On devra. La démarche idoine, c'est celle-là. Il faut renégocier, mais il faut renégocier avec l'intelligence. Merci beaucoup, M. Benoît Ulama. Et pour ce faire, j'appelle à la population congolaise. Vous avez M. Matata qui a un bilan dans ces pays. Merci. N'est-ce pas? Donc, merci beaucoup. Nous partons aux élections pour chasser ces pseudo-socialistes qui nous mettent dans une situation socialiste calamiteuse. Merci beaucoup, monsieur Benoît Ulama. Est-ce que l'histoire rattrape l'ancien régime avec ces dits contrats du siècle dans lesquels c'est la RDC qui perd beaucoup de parts? Et votre conclusion, vous avez 4 minutes, votre conclusion. Pas du tout. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas lire. Il faut lire d'abord la convention pour comprendre comment ceux qui ont négocié. Et sur l'argent d'abord, sur les 3 milliards qui étaient destinés à la construction des routes, écoles, hôpitaux et aéroports, il y a encore près de 2 200 000 dollars qui sont disponibles, 2 200 000 dollars qui sont disponibles, qui sont en banque et qui n'entendent que les études de faisabilité se terminent pour que les travaux continuent. Vous avez suivi. Ça, c'est une forte révélation qu'on n'a pas. Mais ils lisent sans lire, c'est pourquoi ils sont bloqués. Très bien, très bien. Ils ne lisent pas. Ceux qui vous lisent là, est-ce qu'ils peuvent vous dire, ils peuvent prendre les machines pour situer ça? Conclusion. Conclusion. Donc, on tombe dans l'IGF. Normalement, l'IGF, il y avait un problème de qualité de l'IGF dans ce dossier. L'IGF n'est pas qualifié. C'est l'agence des grands travaux, c'est le BCECO, c'est la présidence qui devait intervenir dans cette affaire. Si l'État se sent lésé, l'article 18 de cette convention donne une ouverture que si l'une des parties estime qu'elle est lésée, moi je suis révisable, je suis discutable. Et au lieu de discuter, on mobilise des gens inutilement, on les amène en Chine, semble pour discuter. Ça, c'est pas inutile. La preuve la plus éloquente, c'est qu'ils sont partis en Chine. La question n'a même pas été. Il vous reste une minute. Je vais conclure. C'est une affaire de privé.
Donc, et les Chinois n'ont pas, la Banque centrale chinoise a prêté à l'État congolais l'argent. Et les Congos qui ont prêté auprès de la Chine. Et les entreprises sont venues faire des travaux. Et la garantie de remboursement, même en banque, lorsque vous prenez l'argent, il faut une garantie. On va vous demander si chez nous, communément, c'est des titres parcellaires. Vous donnez, et puis il y a la garantie que lorsque vous n'arrivez pas à rembourser, on utilisera votre document pour ce faire. Alors, nous, c'est le combat. On oublie l'essentiel, on entre encore dans le spectacle politique. Conclusion, s'il vous plaît. Conclusion. Même s'il y a une minute, je ne peux pas conclusion. terminer. Ouais. Mais alors, l'essentiel, la question Kamounan Sapou, à l'époque de Kamounan Sapou, c'est un ministre du Kassai qui était à l'intérieur, qui se trouvait au Congo central, qui avait pris l'avion du Congo central jusque-là. Et j'ai le témoignage de Kamounan Sapou. Si vous voulez jamais quelqu'un de Kamounan Sapou ici, c'est l'œuvre de l'UDPS. Et on avait égorgé les non-originaires. Merci. Et lorsque vous prenez les ordonnances, vous parlez du tribalisme. Lorsque vous prenez les ordonnances du président Kabila, vous les comparez aux ordonnances actuelles. Mon fier. Près de 80% sont des Kassaïens. Merci. On ne s'en cache pas. Merci beaucoup. Vous ne trouverez jamais à l'époque du président Kabila. Mais oui, jamais. Si avec il est nationaliste. Venez à l'école de la bonne gouvernance. Merci beaucoup. Pour diriger un pays, il faut lire. S'il vous plaît. Les dossiers. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous êtes trop dans le superficiel. Venez à l'école de la bonne gouvernance. Il fait une époque sous Kabila, pour déposer les CV, il fallait parler Swahili. Qui ne connaissait pas ça? Non, mais c'est très faux. Dans les ordonnances. C'est très faux. Qui ne connaissait pas ça? C'est très faux. Monsieur Henri, je vous rappelle que le secrétaire général du PPRD, il s'appelait Monsieur Rochab. Mabouj Mabileng. Je rappelle ici que les deux derniers premiers ministres de Joseph Kabila étaient de l'espace Kassai. Il y a eu Sami Badibanga, il y a eu Bruno Tchibala. Non, c'est l'histoire de la République. La mémoire collective. Ne faut pas l'histoire. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut conclure? Est-ce qu'on peut conclure, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut conclure, s'il vous plaît? S'il vous plaît, est-ce que... S'il vous plaît, est-ce qu'on peut conclure, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut conclure? Vous disons de quel espace? Monsieur Didier Maël, est-ce qu'on peut conclure? Non. S'il vous plaît. Monsieur Iboula. Monsieur Iboula. S'il vous plaît, Maël, s'il vous plaît. Monsieur, veuillez conclure. Veuillez chiter. Conclure. Ok, pour chiter, d'abord, j'ai déjà répondu à la question. Très bien. Chiter, s'il vous plaît. La question constitutionnelle, sur cette question, ne peut même pas le référendum. Que ce n'est pas une disposition verrouillée. C'est comme ça que je vous prie, je vous donne un conseil gratuit. Il faut lire. Quand vous donnez l'étiquette des scientifiques, il faut sortir les arguments. Merci beaucoup. On est dans les suppositions. Mais vous n'avez pas l'image. Merci. L'UDPS a du mal à lire. Merci beaucoup. Merci. Dans les dossiers sérieux, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, merci. Comment pour un contrat qui relève du droit privé, on prend une délégation de plusieurs ministres pour aller négocier? Monsieur Iboula, s'il vous plaît. La nature juridique du contrat. Monsieur Iboula, s'il vous plaît. On a compris. Monsieur Mayele, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, vous avez compris que les débats étaient très chauds. C'est la fin de votre émission. Merci de nous avoir tenu compagnie. Henri Guindou, je vous fixe rendez-vous au prochain rendez-vous de l'actualité. Merci. Merci beaucoup. J'ai l'impression comme si mon co-débatteur, il s'est contredit. Mon co-débatteur a avancé ici que l'union sacrée serait pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débatteur revient encore en disant ici que l'union sacrée n'est pas pour rassurer la mandature, le second mandat, soit du chef de l'État. On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie-là en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre, pourquoi mon Dieu? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles. Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé, l'enseignement, pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris? Je vous fixe rendez-vous
au plus près des dirigeants, au plus près de la population sur C24+.